une production du Studio SF. What is up? Encore une fois, de retour à Jay du Temple Discute. Merci d'être là. Merci de nous écouter, de nous suivre. Nous. Il y a Dom et PH du Sans Filtre Podcast qui me reçoivent ici dans le Studio SF, que je salue. Allez voir leur podcast, c'est extraordinaire. J'aimerais, encore une fois, si jamais ça vous intéresse de me voir en show, jaydutemps.com. Mon gala Juste pour rire s'en vient. C'est la fête. Ceci dit, aujourd'hui, je ne vais pas trop m'éterniser sur mon intro, puisque, comme vous le voyez sur ma tête, j'ai une tuque de la gang de RAD à Radio-Canada. Mon invité aujourd'hui, on a eu une discussion extraordinaire. J'aurais pas voulu que ça se termine. C'est sûr, je vais le réinviter. J'ai appris plein de choses. C'est vraiment, vraiment un gars brillant, très talentueux, vraiment smart. Tu sais, genre de gars que quand tu rencontres, t'es comme « Ah, j'aimerais ça qu'il soit mon ami. » tu sais. Je pense qu'après la conversation qu'on a eue, on se rapproche tranquillement pas vite de l'amitié. Bref, je vous souhaite d'apprécier cette conversation. C'est un journaliste de grand talent qui travaille chez RAD à Radio-Canada. Faites du bruit pour Olivier Arbour-Masse. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles J'ai du temps et discute. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. 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 It's on! C'est parti. Oli, merci tellement d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci tellement à toi de m'avoir invité. Que je sais, quand j'ai eu l'idée, en fait, quand tout ça est arrivé, le podcast, je ne sais pas si tu te souviens de ça, on s'était croisés, j'étais en voiture et tu traversais la rue et tu me demandais qu'est-ce que tu fais dans mon beau quartier de Centre-Sud. Voilà, exactement. Tu étais juste à côté de chez moi, en fait. Exact. Et c'est à ce moment-là, j'ai fait « Asti, il faut qu'Oli vienne sur le podcast. » Parce que je croisais la rue d'une façon originale, comment, okay, unique. C'est bon. Hey, j'étais habillé un peu... j'étais habillé ce jour-là un peu comme tu étais habillé aujourd'hui. Ça veut dire quoi, ça? Ben, on s'en fout. On s'en fout, ça dérange pas. Mais je respecte beaucoup ça, d'ailleurs. Hein, si je pouvais être habillé comme ça tous les jours, je le ferais. Tu peux pas? Ouais, quand même. C'est juste que t'as plus de rigueur que moi. T'sais. Ouais. Mais tu vois, le plus, c'est que un des trucs que je veux faire avec ce podcast-ci, c'est apprendre des choses. Je trouve que je me trouve pas stupide, mais je me trouve pas non plus particulièrement intelligent. Donc, je veux apprendre des choses et à chaque fois j'ai écouté tes reportages, j'ai appris des choses et de manière non forcée. C'est-à-dire que, moi j'ai commencé, la première fois que j'ai écouté un de tes reportages, c'était à Bali. Tu venais de sortir sur le Rap Keb. Ouais. Puis là, j'étais comme, c'est qui ce gars-là? Olivier Arbour-Masse qui s'exprime bien, mais comme moi, un peu. C'est-à-dire que un langage, tu sais, travaillé, mais... accessible. Ouais, exact. Puis qui s'adresse, j'ai l'impression, à moi complètement. Tu sais, fait que... Puis après ça, c'est là que j'ai découvert RAD. J'ai découvert toi. Puis je me suis mis à tout vous suivre. Puis là, j'ai comme rien manqué. Comment... Toi, tu viens en plus du milieu du rap, si je me trompe pas? Le rap m'a amené au journalisme, si on peut dire ça comme ça. Mais, ouais, très jeune, très jeune. Au secondaire, j'ai commencé à rapper. Tu viens d'où? Moi, je viens d'Antique. OK. Dans le même quartier que Loud. Salut. Capitale du rap aujourd'hui. Non, vraiment pas. Mais c'est vrai, il y a quand même pas mal de rappeurs qui viennent d'Antique. Il y a Loud, Larry, il y a Tizo qui vient d'Antique. Donc, de se tasser des rappeurs assez actifs. Puis, les journalistes qui s'intéressent au rap, ça, c'est un autre truc que j'ai lu viennent également à peu près tous d'Antique. C'est vrai? Donc, il y a moi, Simon Coutu, qui était à Vice avant, et qui n'est plus à Vice, qui est rendu chez nous, à RAD. Et Olivier Boisvert-Magnan, qui écrit pour Le Voir. Oui. Qui écrit à tous les jours sur le rap, ou presque, vient d'Antique également. Donc, bizarrement, un concours de circonstances peut-être, ou peut-être, je sais pas, tu sais, on n'était pas loin d'où est-ce que ça se passait pour vrai dans le premier âge d'or du rap, c'est-à-dire Montréal-Nord, Saint-Michel. Donc, peut-être qu'on a grandi avec cette influence-là. Et oui, donc je me suis mis au rap assez tôt. Et est-ce que tu sentais plus jeune que ça se passait dans ce quartier-là, dans ce coin-là, le rap? T'en étais-tu conscient? Les gars décrivaient une réalité qui était littéralement qui se passait à
quelques centaines de mètres de chez moi, mais qui, en même temps, d'une certaine façon, m'était invisible parce que j'ai pas grandi les 2 pieds dedans. Je veux dire, j'étais allé à l'école primaire à Montréal-Nord, mais j'habitais pas là, j'habitais pas dans ces quartiers chauds-là. Je voyais des gars de gang dans l'autobus, mais j'étais pas au quotidien là-dedans. Mais il y avait une curiosité par rapport à ce qui se passait dans ces quartiers-là. J'étais vraiment intéressé. Je lisais les articles sur les dynamiques de gang dans ces quartiers-là. Puis, ben, j'écoutais Sans Pression, j'écoutais Mosaïen qui en parlait dans leur tune. Fait que moi, j'étais comme le petit gars un peu fasciné de ce qui se passait pas loin, mais en même temps très loin. Puis, ben, c'est un peu comme ça, en fait, que je me suis mis à écouter presque exclusivement du rap. Ouais. Pendant une grande partie de ma vie, c'était pas mal juste ça que j'écoutais. Et à en faire aussi par la force des choses. Puis, éventuellement, ma sœur avait un ami qui a fondé un magazine de rap, un des premiers magazines de rap au Québec. Puis ma sœur est prof, fait qu'elle était à l'université à ce moment-là, puis elle faisait de la révision de texte. Elle corrigeait pour eux autres. Puis là, je me suis mis à corriger aussi pour le magazine. J'avais 17 ans. Puis très rapidement, ils m'ont demandé d'écrire pour le magazine. Fait que j'avais 18 ans quand j'ai fait mon premier article. C'était une entrevue avec IAM. Arrête! Ouais, quand ils ont sorti Revoir un printemps en 2003, une entrevue avec Akhenaton au téléphone. Je voudrais pas réécouter l'entrevue parce que c'est ta première entrevue, là, tu poses des questions un peu nulles. Mais j'ai passé 45 minutes avec Akhenaton au téléphone. Wow! Le gars d'une générosité sans fin. Il était en train de répéter pour un show télé, mais il a pris le temps que ça prenait pour répondre à toutes mes questions. Puis ça a été ça, mon premier contact avec le journalisme, en fait. Puis je me suis dit, attends, là, je peux interviewer des gars dont je respecte énormément le travail, passer du temps avec eux, essayer de comprendre leur démarche. Ah, c'est ça que je veux faire. Tu sais, c'était le moment où il fallait choisir un peu notre programme à l'université. J'ai fait, OK, ouais, c'est ça que je veux faire. Puis c'est le journalisme un peu culturel qui, à la base, m'a poussé vers le journalisme, même si j'avais aussi des intérêts dans le sport. Là. Très jeune, moi, j'étais un gros fan de sport. Puis, tu faisais quoi? J'ai joué au hockey longtemps. J'ai tout fait. J'ai joué au foot, j'ai joué au soccer, j'ai joué au basket, j'ai joué au tennis un peu. Oh shit! Ouais. Puis, un homme de tous les talents. Écoute, je disais un instant, j'ai pas dit que j'étais bon dans tous ces sports-là, j'ai dit que je les ai faits. Acte de présence, surtout au basket. Donc, c'est ça, puis ouais. Mais là, ça veut dire que même t'étais déjà à l'aise avec la langue, l'écrit, parce qu'à 17 ans, tu corrigeais. Fait que, est-ce que t'étais conscient de ça? Même, ça t'attirait-tu? Tu sais, je sais qu'au secondaire, il y a beaucoup de gens qui comme 500 mots, ça semble long. Est-ce que toi, c'était quelque chose que t'appréciais? T'aimais-tu ça? Ou... Ouais, j'aimais ça. Ben, tu sais, déjà, j'avais commencé à écrire du rap. Tu sais, l'adolescence, c'est une période qui n'est pas nécessairement facile. Moi, ça a été une de mes façons là, un peu de passer à travers ce processus-là. C'était en rappant, en écrivant des textes que j'expurgeais mes frustrations, mettons ça, puis là, OK. Je voudrais m'excuser à tous mes adversaires contre qui j'ai joué après les mauvaises journées à l'école. Mais oui, le français rédigé, j'avais une certaine facilité pour ça, et puis j'aimais ça. En fait, j'aime les mots, j'aime jouer avec les mots. Donc, rapidement, ça avait du sens. Fait que c'est ça, je me suis lancé en journalisme, puis là, en même temps, t'avais disons, une carrière de rap-ish. Ouais, à l'époque, on pouvait pas t'appeler ça une carrière. Non. C'était vraiment... Ça n'existait pas. Ben, dans le sens, il y avait quelques gros noms. Il y en avait qui étaient là, mais tu sais, moi, je le faisais vraiment dans mon sous-sol. Tu sais, pour moi, pour mes amis, j'enregistrais des tunes, puis... Puis même là, souvent, ça allait même pas jusqu'à l'enregistrement, en fait. Tu sais, j'écrivais, puis ça restait là où j'enregistrais pour moi, mais ça restait dans mon ordinateur à la maison, puis... À l'université, tranquillement, j'ai rencontré un gars à l'université avec qui je m'entendais vraiment bien, qui, lui, chez eux, était bien organisé. C'est un gars qui faisait du son, de la vidéo, fait qu'il m'invitait, j'enregistrais dans son garde-robe. Les vêtements, c'est très bon pour absorber le son. J'enregistrais dans son garde-robe, puis là, j'ai comme fait un genre de 10-12 tracks, que, encore là, je distribuais aux amis, mais sans plus. Mais le rap a toujours fait partie de la dynamique avec mes amis. C'était quelque chose qui était partagé par tout le groupe, puis on freestylait beaucoup. Un vendredi,
on allait, je sais pas moi, au cégep, là, on allait boire une 40 dans une ruelle, puis on freestallait avant de rentrer dans le club, où on se réunissait dans un bar, puis on freestallait toute la soirée, pas dans un bar, dans un parc, on buvait des 40, puis on freestallait, c'est ça, c'était ça nos soirées, en fait, c'était la dynamique, là, soit des freestyles juste pour le fun, où on faisait des battles entre nous autres. À ce moment-là, est-ce que c'était très francophone comme rap? En fait, c'est ça, c'est drôle le franglais qui est arrivé après, mais il y avait ça, en fait, parce que, je veux dire, c'est pas... Je dis qu'il est arrivé après, c'est pas vrai, là, c'est la controverse qui est arrivée après. Ouais, c'était francophone. J'en avais un de mes potes, il rappait plus en anglais, mais tu sais, on mélangeait le tout, là, puis c'est ça. Puis bon, c'est ça, c'était amateur au départ, puis ben, tranquillement, il y avait d'autres amis à moi qui étaient musiciens, puis ça faisait une couple de fois qu'ils nous voyaient rapper. Puis là, il était comme, on devrait essayer de merger les deux. Puis c'était à une époque où, justement, je voulais sortir de la forme beat électronique, rapper pur. Fait qu'on a essayé un genre de merge entre des musiciens, puis un chanteur, un rapper. Puis on est sorti une espèce de band qui... puis très rapidement, on a enchaîné les spectacles, puis on a eu un record deal. Puis on a sorti 2 albums, puis ça... On a eu bien du fun. On a tourné un peu partout au Québec, puis c'est ça. J'ai eu bien du fun. Ça a été comme ça ma vingtaine, en tentant sur le site d'accomplir ma carrière de journaliste aussi. C'est ça, t'as toujours côtoyé les deux. Ouais. Fait que t'as jamais... Est-ce que le rap, pour toi, c'était quoi? La pression venait-tu de tes parents ou pour toi, c'était comme, ah, c'est cool, mais je pense que le journalisme m'attire vraiment? C'était quoi? Ben non, mais il n'y a jamais... tu sais, mes parents m'ont jamais dit... m'ont jamais découragé de faire ça. Au contraire, là, tu sais, ils venaient des shows les plus importants, puis... c'est quoi les plus importants? On a quand même fait des bonnes salles, on a quand même joué des grosses gigs. On a joué le plus gros show. On a fait la première partie des Cowboys fringants au Festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu en 2010. Devant genre 30-50 000 personnes. Oui. C'était une grosse gig, là. C'était quoi votre nom de band? Bonnie Suba. C'est malade. C'était comme un mélange de funk, rock, rap. On a eu bien du fun. Là, les gars, c'est la famille encore aujourd'hui, même si on joue plus de musique tant que ça ensemble. Mais ouais, fait que ça c'était la très grosse gig. Là. Après, c'était les Cowboys, là, le headliner. Il n'y avait pas 50 000 personnes pour nous autres. Mais on a tourné avec... c'est ça, on a tourné avec Dumas. On a joué avec We Are Wolves, avec Malajube. On a joué avec... Avec Malajube? Ouais, 2 fois. Ouais, moi, Malajube, c'est mon band. c'est man. Ouais. Malajube, là, genre, quand ils ont annoncé qu'ils arrêtaient puis c'était pas clair, là, un deuil, là. Mais tu penses-tu que tu pourrais peut-être leur faire une déclaration d'amour? Ah, je l'ai fait plusieurs fois. Ouais, j'ai fait, mais tu sais, à cette heure aussi, quand tu commences dans le milieu artistique, à un moment donné, t'es invité à gauche, à droite, puis là, tu te ramasses en direct de l'univers. Puis là, fait que là, ils sont comme... Genre, Julien Minot doit être tanné d'avoir des demandes à cause de moi. Genre, moi, j'embarque sur du Malajube pendant ma tournée. OK. Et je débarque sur du Malajube aussi. OK. Fait que on leur a laissé savoir pour être sûr que tout était correct. Ils nous ont envoyé les vraies bonnes versions des tunes pour qu'on ait les trucs clean. Il y a eu un petit docu qui était sorti comme sur le web. Fait que là, il a fallu demander aussi. Fait que ça fait plusieurs fois qu'ils entendent parler de moi. Fait comme, c'est qui ce gars-là? Puis tu vois, j'ai fait... Mon show. Moi, ils doivent commencer à le savoir. Julien Minot, je sais pas. C'est vrai que ça se peut qu'ils ne sachent pas t'es qui. Tu sais, comme moi, je tiens jamais pour acquis que les gens sachent qui. Puis s'il y a quelqu'un que je serais pas surpris, qui a aucune idée je suis qui, c'est bien Julien Minot, le chanteur de Malajube. Bref, puis à un moment donné, quand ma sœur, qui est ma gérante, allait échanger avec lui pour, justement, je me souviens pas quelle demande, vraiment, il était juste comme, on est full content qu'il embarque sur notre musique, on est bien touchés de ça. Fait qu'ils sont comme, man, je vais aller voir son show quand il va passer à Trois-Rivières. Ma soeur, il a donné une paire de billets. Et à ce jour, je sais pas s'il est venu au spectacle. On sait pas. Mais moi, je sais que ce soir-là, j'étais vraiment nerveux parce qu'elle allait être là. Ah ouais? Tu sais comment tu veux que les gens t'aiment? Oui, tellement. Puis là, c'est comme, mais tu sais, lui, il a fait Malajube. Genre, je sais pas à quel point il aime Jay du Temple, humoriste, comme de bonne humeur. Puis, fait que j'étais juste comme bien nerveux. Puis on avait laissé une note avec les billets. Disait, si jamais tu veux passer nous voir à la fin du show, tu sais, let us know.
On n'a pas eu de nouvelles. Fait que je sais pas s'il est venu. OK. Mais ce soir-là, j'ai beaucoup pensé à lui quand j'étais sur scène. J'ai dit, oh mon Dieu, j'espère qu'il est content. Hey, penses-tu qu'il aime ça, cette blague-là? C'est une blague pour Julien Minot, celle-là? T'as-tu comme censuré ton number? Ah non, au contraire, là, show, j'étais comme, faut que j'y aille all out. Là, tu sais, Ah, lui, il va all out. J'étais allé les voir en 2015 quand ils sont venus à Grosse Lanterne. OK. Comme c'était. Puis on a jasé avec lui, j'étais allé avec Phil Roy. OK. Puis au lieu de camper je sais pas si tu as déjà été à la Grosse Lanterne. Non, là. j'en ai entendu Mais parler, bref, ça fallait a l'air bien. camper là. Ouais. Et nous, on est partis après le show. Puis en allant vers la voiture, on l'a croisé dans le stationnement. Puis Phil, il a un tatou de Malajube. Fait que là, on a juste jasé un peu avec eux autres. Fait que à ce moment-là, moi, j'étais loin d'être connu, mais Phil l'était. Fait que le gars était ah, Chris, c'est cool, man. Puis fait que bref, j'ai parlé un peu avec Julien Minot une fois. Très cool. J'adore. T'en gardes un souvenir impérissable. Ah, man, mais moi, c'est parce que cette fois-là, quand je suis allé voir en 2015, je me souviens, le show a starté, puis il closait, puis c'était un gros line-up, c'était le fun, là, à 5 heures, c'était genre Milk and Bone, il y a eu Carré Moellette, Corias, Loud Larry Adjust, avant que ce soit, tu sais, comme avant que Loud Ah oui. puis Larry partent chacun solo, qui avait donné un hostie de show, là, il était vraiment solide, là. C'était rarement dans la demi-mesure. Ah, ce man, groupe. c'était tellement bon, là, puis t'es comme, hey, comment Malajube va pouvoir topper ça? Puis ils sont Ouais. juste arrivés, puis ils sont juste mis à jouer, puis à être Malajube. Et je me souviens, le show commence et faire, man, je me suis ennuyé de ces gars-là. Ouais. Tu sais, j'avais été les voir en show une couple de fois suffisamment pour faire comme, ah, man, je suis nostalgique, mais ils sont là, genre, c'était weird comme feeling. Ouais. Genre, de redevenir un kid, là, faire comme, ah, man, c'est malade, là, tu sais. Ouais. Ouais. Alors, très cool, très Fait que cool. t'as ouvert Moi, avec eux autres, c'est hot. J'ai joué, entre autres, genre le party d'ouverture de l'Université de Montréal. Yes! Avec eux autres, c'est ça, puis We Are Wolves. C'était vraiment le fun. Mais tu vois, j'ai joué 2 shows avec eux. J'ai eu moins de conversations avec Julien Minot que toi. Ah ouais, je sais pas, c'était peut-être une dynamique backstage. Tu sais, les gars étaient Ouais. très entre eux, très... Mais tu sais, c'est ça, c'est des artistes. Les gars, Ouais. c'est des musiciens. Là, Des c'est vrais ça. de vrais, voilà, là, tu voilà, tu sais. Alors que nous autres, on faisait ça pour le plaisir. Tu sais. Mais pour répondre à ta question, je sais pas, il y avait personne dans le groupe qui était comme ah oui, on va faire de la musique puis on va vivre de ça. On avait toutes comme des carrières et des aspirations autres. Ouais. C'est comme une espèce de trip de chum qui très rapidement s'est emballé puis est arrivé à un niveau qui était au-dessus de nous là. Tu sais, on a fait notre premier show, je pense, 2 mois après avoir commencé à jouer ensemble. On avait genre 4 tunes, tu sais, puis on a comme gossé des covers, puis là, on avait comme une demi-heure à remplir, là, fait que on étirait des tunes, là, tu sais. Mais ça a pogné le feu tout de suite, là. Ouais. Le premier show, ça a levé, fait que là, ça te donne le goût, puis là, tu descends du stage du premier show, puis t'en as un deuxième de bouquet, puis là, ça embarque comme ça. Puis là, on a enregistré un genre de 4 tunes dans le sous-sol d'un de nos amis, puis on l'avait à peine mis sur MySpace. Oui. MySpace, que déjà, il y avait comme un gars qui était le fils d'un propriétaire de studio, qui était comme hey, venez enregistrer, on vous donne une journée, venez enregistrer chez nous, on veut montrer ça à une couple de compagnies de disques. Tu sais, on n'a jamais nous-mêmes envoyé nos démos nulle part. Puis là, on est allé une journée, on a tapé 8 tracks. Un mois après, on rencontrait le président d'une compagnie de disques, tu sais, Claude Larrivée, là, qui était comme le président de la tribu, qui a genre, Ouais. justement, les Cowboys Fringants. Ouais. Puis il était comme, ah, ben si ça vous tente, on fait un album ensemble, puis let's go. Fait que là, nous autres, on était comme, OK. Tu sais, ça s'est passé un peu vite pour Toi, à nous. ce moment-là, est-ce que tu étais rendu à l'université ou tu étais encore cégep? C'était après l'université. OK, c'est après. Ouais. Fait que là, toi, t'as été à Grasset. Ouais, toi aussi. Moi J'ai aussi. vu ça cette semaine. J'ai vu ça cette semaine, moi aussi. J'ai vu ça. Attends, où est-ce que t'as vu ça? Eh ben moi, j'ai quand même... T'es le premier invité. J'ai pas fait des recherches, mais je me suis replongé dans le bain. Tu sais, Ok. J'ai juste rechecké une couple de trucs pour me rappeler ce dont je voulais te parler, puis juste être certain. Puis j'ai vu que t'étais allé à Grasset. Uh-huh. Moi, j'ai vu ça passer. C'est-tu Kevin Raphaël qui te trollait parce que t'as joué au football, puis il a posté une photo de toi? Exactement. Puis là, j'ai vu Phoenix, puis là, je me suis dit, il est allé à Grasset. Ouais, moi, j'étais allé à Grasset, tu vois, de 2009 à 2011. Ouais, c'est ça. Moi, une couple d'années plus tôt. Mais. T'es allé en quoi? J'ai commencé en sciences lettres et arts, là, Ouais. deck intégré. Ouais. J'ai fait une session, là, c'était... Là, j'étais comme, OK, à quoi ça me sert là, de m'obstiner à faire des sciences pures alors que ça me tente pas tant? Ouais. Fait que j'ai fait, je sais pas, là, sciences humaines. Là. OK. Sciences humaines, ouais, Puis exact. ensuite de ça, t'es rentré en journalisme? Ouais, en journalisme à l'université. Puis c'est ça, puis c'est... je venais de finir l'université, ou je sais pas si je l'avais encore fini.
Non, c'est ça. Dernière session d'université qu'on a commencé le band, puis donc je commençais ma carrière en journalisme quand on commençait notre carrière de band, en fait, là. Puis c'est ça. Mais moi, j'ai commencé dans les hebdos de quartier, là. Tu sais, genre, je sais pas, là, le Courrier Antique, puis le Progrès de Saint-Léonard, puis c'était quoi, l'Express d'Outremont. Puis ben, j'ai travaillé 1 an et demi, 2 ans. C'est une super bonne école pour vrai. Dans le sens où tu es tout le temps sur le terrain, tu couvres une variété de sujets. Tu apprends à développer des contacts, tu apprends à faire autant de la politique que du social que de la vie culturelle. Fait que, ouais, j'ai bien aimé ça. À ce moment-là, est-ce que tu avais déjà ce background-là, ces connaissances-là, je veux dire, d'aller du rap à la politique, tu sais, est-ce que c'est déjà quelque chose dans lequel tu baignais? J'avais un intérêt, à tout le moins, pour tous ces trucs-là, mais c'est ça l'affaire qui est merveilleux avec le journalisme, c'est que tu n'as pas besoin d'être un expert dans un domaine pour te lancer là-dedans, pour écrire sur ça. Tu pars le matin, tu peux ne rien connaître d'un sujet, puis arriver le soir avec un papier, un article ou un reportage. Et ce qui fait que tu viens, si tu as le moindrement de curiosité, puis que t'es game de poser les bonnes questions, tu comprends rapidement, puis c'est ça, tu vas trouver les bonnes sources, ben tu peux finir par t'intéresser à tout plein de sujets. De façon pas toujours approfondie, sauf si tu développes un beat, là, qu'on appelle, si tu écris, mettons, à tous les jours sur l'environnement, ben, tu vas finir par développer une connaissance fine de ces sujets-là. Mais c'est ça, tu n'as pas besoin d'avoir une connaissance ultra poussée pour te lancer dans un sujet puis produire là-dessus. Après, ça dépend de quel type d'article ou de reportage tu veux faire là-dessus. Et au début, étais-tu intimidé? Ouais. Mais tu sais, journaliste, tu déranges du monde. T'appelles du monde qui... Puis moi, j'aime pas ça déranger le monde. Là. T'appelles des gens qui, des fois, veulent pas s'exprimer, veulent rien entendre de toi. Ils s'attendaient pas à recevoir ton appel aujourd'hui, puis ils veulent pas te parler, mais toi, t'as besoin de la réponse aujourd'hui. Tu sais, ça, c'est encore quelque chose, des fois... j'aime pas ça déranger le monde, là, puis là, j'appelle, mais c'est ça. Ça fait partie de la job, mais si j'étais intimidé, je suis encore intimidé des fois, parce que là, tu vois, à RAD, on fait des reportages un peu plus en profondeur, mettons. Puis souvent, quand je m'attaque à un dossier, je suis comme, il faut que je le connaisse au complet, il faut que je sache tout là-dessus pour pouvoir produire un dossier à la hauteur de ce que j'aimerais produire comme dossier. Mais c'est que des fois, ça devient un genre de... Je peux pas faire une thèse à chaque fois. Je peux pas lire 2-3 livres à chaque fois que je veux parler d'un sujet en plus d'interviewer du monde, t'sais. Fait qu'il faut que je gauge avec ça, là, avec ce désir d'en savoir le plus possible pour produire des reportages les plus intéressants et les plus étoffés possibles, qui apprennent le plus de trucs au monde. Et l'espèce de réalité de devoir produire aussi, puis de sortir des affaires. Là. Comment tu t'es... mettons, parce qu'on va y arriver à RAD, mais comment tu t'es ramassé là? Parce que toi, t'as parti RAD, entre autres. Oui, mais je fais partie de la gang de départ. C'est ça. Mais... Fait que là, tu travailles pour les hebdos à Montréal. Tu fais tes dents. À ce moment-là, est-ce que tu étais aussi... parce que ce que je trouve cool de tes reportages, c'est que j'ai l'impression, malgré que je te connais vraiment pas, ou que très peu, j'ai l'impression que tu es toi-même dans ce milieu-là, qui peut être assez rigide, j'ai l'impression. Est-ce que est-ce que c'est avec le temps que tu as réussi à faire comme « Hey, attends, je peux être moi dans ce milieu-là » ou « Since day one, tu l'étais déjà un peu? » Ben, clairement, c'est pas quelque chose qui était là au départ. En fait, j'avais probablement mon ton ou ma couleur d'une certaine façon, mais assurément pas de façon aussi assumée. Au début, tu veux être comme les journalistes radio-canadiens. Tu veux bien parler, tu veux avoir les bonnes intonations, puis c'est ça. Tu t'apprends ça à l'école aussi d'une certaine façon. Il faut parler de façon soutenue, il faut... parce que ça fait partie du métier. Il faut que quand tu dis un mot, les gens le comprennent. Donc, tu peux pas le prononcer un peu tout croche. Il faut que tu aies un ton qui est relativement neutre parce que ça fait partie de l'espèce de désir de neutralité ou d'objectivité journalistique. Si tu dis une phrase avec une intention derrière, ben ça se peut que les gens ils perçoivent ça comme une opinion dissimulée. Ouais. Fait qu'il y a cette... au départ, j'aspirais à ça, puis tu sais, je veux dire...
Même dans la rédaction, il faut que tu apprennes à rédiger un article que n'importe qui pourrait rédiger, là, qu'on ne sait pas c'est qui qu'il y a derrière, avant de pouvoir d'injecter ton style, d'injecter ta couleur à ça. Il faut que tu sois capable de faire la base avant de pouvoir te perdre un peu dans une couleur qui est la tienne. Fait que, même chose pour l'écrit. Puis là, je suis rentré à Radio-Can, je suis rentré au sport à Radio-Canada. Ah ouais? Tu vois, c'est ça. Parce que moi, j'ai appris à lire, je pense, en lisant les statistiques dans le cahier des sports de la presse. Là. J'étais genre là. À 5-6 ans, je connaissais toute la team du Canadien par cœur. Je connaissais la Ligue nationale, les stats. J'étais à fond là-dedans. Moi, le hockey, c'était mon truc. Là. Puis... Et donc, je suis rentré au sport à Radio-Can, mais tu sais, je rédigeais des articles pour le site web, là, tu sais, fait que je pouvais, en une journée, écrire 8 textes, là, tu sais, fait que, bon, mais il y avait... Oh oui, c'est du stock, là. Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est de la rédaction, là, tu sais, tu fais pas d'appel, t'es pas sur le terrain, c'est juste comme... Il y a un résultat, tu regardes la game de tennis en regardant une game de hockey, en sachant qu'il y a un résultat de patinage artistique qui va arriver à un moment donné, puis là, tu écris des dépêches, là. Dépêche, oui. D'ailleurs, tu te dépêches, là. Fait que t'en fais le plus possible. Mais il y avait un certain souci du style. Tu sais, à Radio-Canada, au sport, il y avait... Il voulait qu'on raconte des histoires, qu'on mette un peu notre couleur là-dedans. Puis ça, c'était au web. Puis j'ai fait le switch vers la télé assez rapidement où j'étais derrière la caméra. Là. J'écrivais les textes pour le lecteur de nouvelles du Bulletin des sports, qui à l'époque était Gilles Gagnon, qui est la personne qui a probablement le plus marqué ma carrière. Ah ouais? Ouais. On l'appelait le poète des sports. OK? Ce gars-là était incroyable. Et il y avait genre, j'ai entendu là, tout plein de témoignages de plein de monde qui n'aime pas les sports, mais qui écoutait son bulletin à l'époque parce que c'était comme une aventure. Le gars te racontait des histoires, tu sais, dans un langage qui n'avait rien à voir avec l'univers sportif, tu sais. Lui, il n'y avait pas de but qui se comptait. Il y avait un registre qui se signait. Il y avait un fruit mûr qui était cueilli puis qui était déposé dans le panier, tu sais. Oui. Il était ailleurs, là, tu sais. Mais tu le voyais sur l'image que le but était compté, tu sais. Lui, il te racontait une histoire à partir d'une game entre les Flames puis les Red Wings un mercredi soir, puis t'embarquais, tu sais. Et avec un langage soutenu, une théâtralité, une poésie. Et là, le bulletin qui était à 5 minutes, donc c'était tout lui qui l'écrivait, passait à comme 15 minutes, fait qu'il y avait besoin de rédacteurs. Puis j'embarquais à fond dans sa folie. On y écrivait des affaires, on poussait le style là, à l'extrême. Puis lui, il était comme « Oui, OK ». Il allait en ondes, puis il te lisait, puis il te donnait confiance en ce que tu faisais. Mais il te laissait pas lousse, tu sais. Il arrivait puis il te challengeait sur un mot. C'est-tu vraiment ce verbe-là que tu veux employer? Ça serait pas plus celui-là? Et donc, un souci pour le poids des mots et pour la signification des mots qui, encore aujourd'hui, en fait, marque mon travail. Tu sais, je revise mes phrases puis je pèse chacun des mots pour être sûr que c'est vraiment ça que je veux dire. Et donc, ça, j'ai développé ça, même si... Il y a beaucoup moins de crémage qu'à l'époque. Hein. C'est un autre style. Mais j'ai adoré. J'ai donc découvert un peu là, un certain style linguistique là-dedans, mais aussi avec l'image. T'avais lui qui était un genre de gars d'une autre époque, là, qui venait de la Renaissance un peu, qui livrait les nouvelles du sport. Et tout ça était appuyé par des images genre post-moderne. Tu sais, nous autres, on prenait pas la... excusez pour les gens à la maison, j'ai accroché le micro. On prenait pas la caméra là, classique là, qui est au temps, qui filme en 24 images, 30 images secondes, c'est de la télé, pour faire nos résumés de match. Là. Les gars, c'était des... Il y avait un souci de l'image. Ils allaient chercher dans... Parce que dans un broadcast télé, t'as comme des endroits où t'as des melts, là, qu'on appelle des mélanges d'images au super ralenti avec toutes les 60 caméras que t'as dans un aréna. On allait chercher ces petits bouts-là, on en extirpait le maximum pour reconstruire un peu le match à une vitesse différente, avec un regard différent. Fait que t'avais deux espèces de regards très différents sur une game de hockey. C'est que tout le monde connaît, qui clashait, mais qui rendait l'expérience vraiment intéressante. Unique, différente. Unique, vraiment. Puis j'ai vraiment beaucoup appris de cette période-là. Et c'est pour ça que je suis resté au sport, entre autres, si longtemps. C'est parce que j'ai appris, après les bulletins, là, je me suis en allé, je faisais des chroniques à la radio.
Puis je me suis en allé sur un show en vue des Olympiques de Sochi en 2014 où j'étais comme responsable d'un segment que je réalisais puis que je scénarisais et tout. Fait que j'apprenais tout le temps. Fait que je suis resté un long bout de temps là, au sport. Puis c'est ça. Est-ce que tu es allé à Sochi? Non, je parle à Sochi. Fait que tu le faisais d'ici. Ouais, je le faisais d'ici. En fait, ben ça, c'était l'émission En route vers Sochi, là, tu sais, qui a commencé à l'automne, mettons. Et pendant Sochi, j'étais ici, puis j'allais, mettons, dans les familles là, d'athlètes. Là, mais j'étais en direct à tous les jours à RDI, puis j'avais pas fait de direct ou presque pas avant ça. Donc, tu vois, c'est un autre. J'ajoutais quelque chose d'autre à mon arc. Puis c'est pour ça, tu sais, qu'au sport, je finissais par toucher à plein d'affaires, puis à apprendre plein de facettes du métier. Et finalement, en fait, en 2014, il y a eu des grosses coupes à Radio-Canada qui ont affecté notamment le secteur des sports. Puis on est passé, je pense, de 70 employés à 20. Fait que moi, je me retrouvais un peu devant rien, mais j'avais prévu d'aller couvrir le référendum en Écosse. Ça, c'était comme à l'été 2014. Parce que, hey là, j'ai l'impression de parler beaucoup. Là. Dude, c'est pour ça qu'on fait ça. OK, c'est super. exactement pour ça qu'on fait ça, man. En fait, check ça. 2012, là, on revient un peu backtrack. Yes. 2012, j'avais plein de temps de vacances d'accumuler, puis il y a un de mes amis qui me dit je pense que je vais prendre un mois, je vais aller me promener sur la route aux États-Unis pendant la campagne électorale, la réélection de Barack Obama. Il dit, je vais aller prendre des photos d'Américains. Là, je suis comme... C'était un moment où, tu sais, je te disais que j'apprenais beaucoup de choses au sport, mais il y avait, entre les moments où le fun, il y avait des petites périodes où ça stagnait un peu. Puis là, j'étais comme, OK, je vais venir avec toi. On va faire des vidéos, écrire des articles, je sais pas trop. Puis on a embarqué un autre de nos chums d'université. On était 3, on s'est acheté une van, un Ford E150 1987. Arrête! Plus vieux que toi. Ça. Oui. Et donc, qu'on a appelé Van Helen. J'adore. Et on est parti, man. On est parti pendant un mois sur la route. On dormait dans la van à 3, bien cordés serrés. Là. Puis on allait interviewer les jeunes Américains sur fond de campagne électorale, en campagne présidentielle, en leur demandant, en fait, c'est quoi les États-Unis aujourd'hui? Le rêve américain, ça existe-tu encore? C'est quoi vos aspirations? C'est quoi la société américaine? Mais là, je veux juste bien comprendre. Vous autres, vous êtes partis faire littéralement un énorme reportage pour vous autres. Pour nous autres. Des vrais passionnés, là. On s'entend, là. Oui, c'est ça. Exact, oui. Sur votre bras, vous payez, vous dormez d'une vanne et vous faites « Hey non, je veux savoir ce qui se passe. » Ouais, c'est un peu ça le concept, en fait. C'est que... Tu sais... quand tu es journaliste, mais I guess que c'est ça pour tout, là, quand tu travailles pour une entreprise, ben tu sacrifies un peu de liberté pour une stabilité de revenus, mettons. Ça comme ça. Ben là, c'était de dire, il n'y en a pas de stabilité de revenus ou il n'y a pas de revenus. Probablement pas, finalement un peu. On a eu un peu. Et on a la liberté totale. Fait que c'était ça. C'était juste de dire, on se paye un trip. Tu sais, ça aurait pu être, on s'en va, on passe à la brosse pendant un mois en Europe. Ouais. Mais moi, quand je partais à la brosse pendant un mois en Europe, ben là, je passais à la brosse pendant un mois en Europe. Mais ce que j'aimais, c'était brosser avec des locaux et leur demander comment ça se passe ici, c'est quoi les enjeux politiques, comment tu te situes par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez de tel truc. J'adorais ça, mais je faisais la même chose là. Aux États-Unis, sur fond de campagne électorale, je faisais la même chose. J'en écrivais des articles, on mettait ça sur notre site web. Des fois, il y avait bien du monde qui regardait. Des fois, il n'y avait pas grand monde qui regardait. Des fois, ça menait à des piges à la radio, parce que Radio-Can, ils nous appelaient de temps en temps pour qu'on fasse des piges. Puis des fois, non. Mais ça m'a donné une immense liberté. J'ai appris plein de trucs en faisant ça. Puis c'est surtout que je me suis dit, OK, là, j'aime ça. Être sur le terrain, j'aime ça vivre ce type d'expérience-là, puis j'ai envie de le refaire. T'sais. Fait que quand je suis revenu au sport à Radio-Can, c'était encore dans une période creuse. Là. J'étais dans le demi-sous-sol radio-canadien. J'attendais une dépêche là, quant à savoir si Eric Radford et Mégane Duhamel avaient fini premier, deuxième ou troisième au Trophée Bonport à Paris. Fait que là, j'étais comme, OK, là, j'ai besoin de bouger un peu, là, tu sais. Fait que je m'étais dit... Puis là, j'avais entendu à la radio que le premier ministre d'Écosse puis le premier ministre de la Grande-Bretagne s'est entendu sur l'éventualité d'un référendum sur l'indépendance en Écosse. Puis là, je me suis dit, yo, ça c'est bon, c'est sûr que ça va parler au monde d'ici.
les Québécois, on a vécu deux référendums sur l'indépendance. Fait que je vais aller là-bas. L'été 2014, fin de l'été 2014, je suis là-bas, peu importe ce qu'advienne. Et ben ça a donné que, c'était déjà prévu, mais ça a donné comme que les sports ont fait comme « Hey, je pense que tu n'auras plus de job en septembre. » Bon, ben parfait. Écoute, moi, j'avais déjà prévu partir quelque part en août pour le référendum. Mais je suis parti un petit peu plus tôt avec un de mes potes des sports. Puis on est allé 2 mois en Écosse à faire du couchsurfing chez le monde, puis à interviewer les gens, puis à se trouver des sujets, des histoires. Puis si je te disais que la première fois, on avait eu quelques piges aux États-Unis pendant la campagne, là, je suis parti, j'avais à peu près on n'avait aucune garantie, là, 1 ou 2 piges de prévu, puis on a fait 45 piges, tu sais, radio, télé et articles écrits à Radio-Can, j'étais à Salut Bonjour, comme l'intérêt pour la question écossaise était vraiment présent. Et il n'y avait pas ou pratiquement pas de journalistes québécois sur place. Fait qu'ils se sont mis à nous appeler pas mal tout le temps. Puis là, j'ai vraiment, on parlait de gagner de l'expérience dans une courte période de temps. Là, ça a été une espèce de crash course à fond. Et j'ai trippé au bout. Puis là, c'est ça. Fait que C'est quand même malade que t'avais comme... C'est fascinant comment t'as comme l'œil avant tout le monde sur des sujets ou des enjeux ici ou ailleurs, qui vont nous toucher par la bande, mais qu'on dirait que les médias traditionnels ou les grosses boîtes réalisent pas. Comme on s'entend, là, t'as comme fait 3 coups avant tout le monde. Ben, tu sais, c'est sûr que ça allait parler ici. C'était sûr qu'il y allait avoir un écho ici. C'est sûr que les... Mais c'est-tu là... Radio-Can, c'est pas dit, mettons, on n'en parlera pas du... on peut enlever ça. Ouais, of course. J'ai chaud, là. On enlève nos écouteurs pour les gens qui nous écoutent. Mais l'affaire, c'est que... oui, c'est ça, c'est vrai, hein, les gens voient pas. Ouais, ben ça dépend à qui, là, tu sais. On les salue. On salue les gens qui nous écoutent. Hey, je voulais vous dire, les gens qui nous écoutent puis qui nous voient pas, je suis aussi beau que Jay du temps. Mais est-ce que c'est là où tu as réalisé qu'il y avait de l'espace pour une boîte comme RAD? Parce que... J'aimais ça finalement. Oui, je comprends. Parce que justement, toi, tu avais une espèce de liberté où tu pouvais partir, faire des trucs de ton bord un peu avant tout le monde, avant d'avoir des « oui, OK, c'est bon, on va avoir l'argent pour faire ça ». Puis là, de partir puis de réaliser que finalement, tout le monde est comme « hey, oui, on a besoin de cette information-là ». Je voulais juste préciser aussi qu'avant, c'était clairement une blague. Je profitais du fait que les gens étaient aveugles pour essayer de leur faire croire que, je pense pas que je suis, dans une autre ligue là-bas. Arrête. OK, donc... excusez-moi. Est-ce que c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait de l'espace pour une boîte pour RAD? En fait, quand on est parti en Écosse, j'avais envie de me rapprocher d'un style plus... j'haïs ce mot-là parce qu'il est galvaudé, là, mais authentique. De parler dans un langage moins formaté aux gens. J'avais envie de verser vers cette forme de journalisme-là un peu plus terre à terre, plus décontracté. Oui, plus décontracté, exactement, que Vice faisait, déjà à l'international. Vice Québec, je pense qu'il n'était pas lancé encore à ce moment-là. Mais j'avais envie de faire ça. Puis est-ce que c'est le genre de journalisme que tu écoutais? Est-ce que c'est ça que tu lookais up to? Oui, mais ça me parlait, tu sais. Je sais pas, en fait, j'écoute plein de types de journalisme, mais il y avait de quoi dans cette approche-là qui me parlait. C'était comme plus simple, il y avait pas le... Ça te permet d'entrer en contact avec les gens d'une façon différente, tu sais. C'est ça, de moins formaté, moins dans le décorum, pas la cravate. On dirait qu'il y a de quoi quand tu rentres en contact avec les gens qui est différent. Ça te place à un autre niveau, peut-être plus dans leurs yeux, là, égal à égal. Moins intimidant pour eux. Peut-être, ouais. Puis j'avais envie de ça. Puis finalement, on l'a fait un peu, mais c'est ça, il y a eu tellement de demandes de pige que j'ai fait aussi des trucs un peu plus formatés. Mais tu sais, j'étais quand je faisais des converses à Radio-Can, j'avais mon bon là parce qu'à l'époque, j'avais comme... En tout cas, peu importe. Fait que tu sais, je me permettais un peu de pas être en chemise, cravate et tout. Puis de l'Écosse, parce que là, j'avais comme techniquement plus rien devant moi.
Ouais. De l'Écosse, je suis parti pour la Catalogne parce que un peu avant de partir en Écosse, j'avais vu ça aller. Là, il y avait probablement un référendum qui se tramait encore là sur l'indépendance de la Catalogne qui n'a jamais eu lieu. Ben, il y en a eu un, mais il était illégal selon l'Espagne. Mais c'était comme pas le début du mouvement indépendantiste catalan, mais une première étape significative. Puis là, moi, je me suis dit, ben, je suis en Europe, je viens de faire un premier référendum sur l'indépendance. Je vais aller suivre un autre mouvement qui est en train d'émerger, celui de la Catalogne. J'ai le temps. Puis je suis débarqué à Barcelone. J'ai passé un mois là-bas. Avec les deux mêmes Non, amis? mais là, tu vois, en Écosse, c'était pas avec les deux mêmes gars. C'était un gars des sports à l'époque. On était deux en Écosse, mais lui, il retournait à la maison après l'Écosse. Fait que j'étais tout seul en Catalogne. Fait que c'était des piges... Là, mettons, ouais. tu débarques en Catalogne. Ouais. T'as rien devant toi. Là. Non, rien. Fait que, comment tu commences? Ben écoute, je te dirais que j'ai d'abord été très chanceux là, dans le nord de l'Écosse, OK, juste avant de revenir de nuit vers Édimbourg parce que David Cameron, le premier ministre britannique, passait en Écosse pour essayer de sauver un peu le référendum là, quelques jours avant le vote. En tout cas, on a vu ça, puis on est comme parti. On a fait genre 9 heures de route de nuit. On a évité genre 3 chevreuils pour arriver, puis finalement pas pouvoir rentrer dans la salle où il faisait sa conférence de presse. Là. Tu vois le genre? Fait que, mais juste avant de partir dans le lobby d'une auberge de jeunesse, j'ai comme croisé des Catalans, en fait des Espagnols, d'où vous venez, de Catalogne, de Barcelone. Ah ouais, moi, ça se peut que je débarque là après. C'était pas sûr encore. Ouais. Après avoir couvert ça se peut que je débarque aller couvrir le mouvement d'indépendance là-bas. Ah ouais, j'ai un de mes amis, il est super impliqué pour l'indépendance là-bas. J'étais en contact avec, en contact avec. Le gars, il parle pas anglais, man. Il me Google Translate ça sur Facebook, mais il est motivé, il veut me trouver une place pour dormir. T'sais. Wow! Et parce que, tu sais, eux autres, ils se disent, ben, plus qu'il y a de journalistes internationaux qui viennent parler de notre mouvement, plus ça va gagner en légitimité et tout. Fait qu'il voulait me trouver une place où dormir. Puis il m'a trouvé une place dans le meilleur quartier de Barcelone, chez 2 sœurs qui avaient une chambre d'extra dans leur appart. Puis moi, Quand tu dis 2 sœurs, c'est deux filles qui étaient des sœurs. Et non des nonnes. Oui, c'est ça. Ouais, que je juste être... Pas chez les religieuses. Je suis débarqué, la prière le matin, c'était écœurant. Non. Mais 2 sœurs, une fratrie. Oui, voilà. Qui avaient une chambre de libre, puis qui m'ont accueilli... cette fois-là en 2014, mais je suis retourné un autre mois en 2015, puis ils m'ont accueilli ce mois-là aussi en 2015. Wow. Puis, tu sais, c'est comme devenu des amis, en fait, avec le temps. Puis ouais, ben, ils m'ont permis, dans le fond, tu sais, ils ont été tellement fines avec moi, là, à Barcelone. Louer une chambre ou un Airbnb, c'est des prix épouvantables. Là-bas, tu sais, moi, je faisais pas une tôle, là, je faisais pas une scène, je faisais des converses à gauche, à droite. Ouais. J'étais presque pas payé. Je pense qu'ils m'ont hébergé pour genre 5 € par jour. Ça avait aucun sens. J'étais comme, ben là, ça se peut pas, là, je vais vous en donner plus. Ouais. D'une générosité incroyable. Fait que j'ai couvert là aussi le mouvement d'indépendance. Puis là, mettons, autant en Écosse qu'en Catalogne, quand t'arrives, c'est où comment tu fais pour savoir où faut que t'ailles, à qui faut que tu parles? Comment tu startes ce processus-là? Ben, tu lis... premièrement, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe. Là. Fait que là, tu lis soit les journaux locaux ou des journaux internationaux. Je lis pas le catalan. Je parle pas catalan, puis je parle pratiquement pas espagnol non plus. Fait que là, je lisais beaucoup les journaux français qui couvraient assez bien la question là-bas. Puis, ben, tu trouves les adresses de, je sais pas, le relationniste du mouvement indépendantiste, là, du président là-bas, du président catalan. Puis là, tu te fais ajouter ça à la liste de presse. Ça, c'est si tu veux aller aux événements politiques, mais tu peux aussi, je sais, trouver tes propres sujets toi-même. C'est ça, tu suis les journalistes, mais tu finis aussi par trouver qui sont les groupes d'intérêt en cause dans le dossier que tu suis. Tu vois les événements venir. Tu découvres certains personnages intéressants à qui tu pourrais parler pour faire des portraits, mettons. T'sais, moi, j'avais vu, par exemple, dans un article du Figaro, qu'il y avait un petit village sur le bord de la côte qui avait amorcé un peu le mouvement, le renouveau indépendantiste en déclenchant une consultation à l'échelle de son village sur
sur l'indépendance. Est-ce que vous aimeriez que la Catalogne, c'est comme si, dans le fond, je sais pas moi, Sainte-Béatrix, Ouais. dans la Naudière, demandait à son monde, voulez-vous que le Québec devienne indépendant? Puis là, ils votent, puis là, ils sont 650 à voter pour, puis ils sont 32 à voter contre. Puis là, le village d'à côté, il fait « Hey, OK, moi aussi, je vais faire ça. » Puis là, il y a eu une vague de, je sais pas combien de centaines de consultations qui a un peu contribué à l'éveil de « OK, je suis pas tout seul à avoir ce sentiment-là, à désirer qu'on s'auto-détermine, qu'on se gère. » Fait que bon, je suis allé faire le portrait un peu de ce petit village-là, interview avec le maire de l'époque, interview avec des personnes qui avaient contribué à cette consultation-là. Puis ça a été un papier, mettons, que j'ai vendu à la presse à l'époque. Ben ça, c'est une des façons de faire, mettons. C'est malade. C'est malade de faire. Ce que je trouve sick là-dedans, c'est que t'as pas attendu que quelqu'un te demande de le faire, t'as juste fait. Ouais. Puis évidemment que ça a trouvé preneur. Ouais. Évidemment, là, tu sais. Je trouve ça extraordinaire. Ouais, ben c'est ça vient avec une certaine dose d'incertitude. Ouais. Mais c'est ça, c'est une liberté très grande. Puis un peu, c'est quand t'as des succès, ils sont comme pleinement attribuables à toi-même. Ouais. T'sais. Il y a cette fierté-là un peu de faire comme, OK, j'ai pris ces risques-là, puis ça a fonctionné, puis j'ai eu du fun. Puis oui, il y a des embûches, mais tu es responsable de tellement plus d'affaires. Là, tu rentres pas punché à la job, là, tu crées un peu ta job. Puis c'est ça. C'était instinctif en toi? C'était juste naturel chez vous? Ça a-tu toujours été ça? Non, vraiment pas, en fait. C'est ça. J'ai eu l'espèce de... Non, tu sais, je te dirais que je viens d'un milieu où la sécurité est assez importante. T'sais. Mes parents m'ont jamais dit il faut que tu te trouves une job stable et tout, mais les deux, ils en occupaient une. Donc, nécessairement, ça m'a été transmis comme... Tu vois, moi, j'aurais bien aimé ça peut-être dans un coin de ma tête, être artiste ou faire de la scène, être comédien ou je sais pas trop, mais c'était trop associé à l'insécurité, fait que j'ai pas osé. Là, mais le pire, c'est que je savais que ça allait venir sur le sujet parce que j'allais dire, t'es très drôle, tu communiques bien, t'es intelligent, puis juste la manière que tu m'as expliqué comment t'étais capable d'écrire pour Gilles Gagnon à Radio-Can, c'est comme, Chris, t'as fait une gig de writer, là. Puis writer, bon, comme c'était de l'art, là, dans le sens de rendre une game de hockey poétique, imagée, théâtrale. C'est littéralement une gig de writer. Comme t'as ça en toi, même dans tes reportages, il y a de la comédie. Puis de mettre de la comédie dans des reportages sur des sujets fucking sérieux et dark, ça prend vraiment de l'intelligence puis du talent. Puis ça, visiblement, tu l'as. Parce que c'est risqué. Ça devient risqué. C'est une blague. C'est là la fine ligne avec laquelle on flirte en voulant redéfinir un peu comment on fait un reportage journalistique. Là, c'est que si tu fais une joke, elle peut ne pas passer, puis là, ça se revire contre toi facilement. Mais, écoute, thanks, man. On se fait ça un genre de duo, là, les genres de Dominique et Martin de... Tu veux-tu être d'aujourd'hui? Le petit maigre ou le grand gros? C'est lequel qui a l'œil de vitre? Non, respect, les gars. On fait ça, man. Okay, on fait parfait. ça. Cool. On fait ça. On write. C'est bon. On va se trouver un nom. On commence-tu live là? Ah, man. Non, j'ai tellement trop de questions. On va le faire. Parfait. Tu vas revenir, puis on va writer. Ça va être l'épisode. Ça va être l'épisode. Un deuxième épisode de podcast, on va être là à jammer sur des jokes. Let's go. Parfait. On fait ça. On fait ça. Fait que là, t'es en Catalogne. Ouais. Tu fais tes portraits. Qu'est-ce que là, et c'est à ton retour là, y a-tu eu des moments dans ces reportages-là où autant aux États-Unis, peut-être moins là mais sait-on jamais, où tu t'es senti en danger? Y a-tu eu des moments où t'es comme ça commence à brasser? Ah, écoute, à part la nuit où on est revenu du nord de l'Écosse vers Édimbourg puis qu'on a fait frapper 2-3 chevreuils en chemin, je me suis pas vraiment senti en danger. En fait, la fois où je me suis senti je me suis pas senti en danger, là, mais la fois où ça a brassé le plus, c'est le lendemain du référendum en Écosse.
on avait comme pratiquement pas dormi là, parce que les résultats sortent. Là-bas, ils ont comme un genre de système. Là. Il faut qu'ils dépouillent les îles éloignées de l'Écosse. Puis là, ça se fait en hélicoptère, mais il faut comme qu'ils ramènent les votes sur la terre ferme pour les compter. Fait que comme le résultat est comme sorti à 2-3 heures du Oh matin. my God. Et là, bon, on revient du bar dans lequel on assistait à ça. Déjà, j'embarque sur les converses RDI était comme en émission spéciale pendant ce temps-là. J'étais sur les converses téléphone à RDI là-dessus. Puis le temps qu'on revienne à la maison, je pense que j'ai pas eu le temps de me coucher avant d'embarquer sur les shows du matin à RDI. Fait que j'ai comme pratiquement pas dormi pendant un bout de temps. Puis là, bon, j'ai fait je fais ma converse pour préenregistrer pour l'heure du monde à la radio. Puis là, on dormait chez les filles. Le concept, c'était vraiment de limiter au maximum les coûts. Fait qu'on faisait du couchsurfing où on rencontrait quelqu'un dans la rue puis on disait qu'est-ce qu'on était en train de faire. On se présentait puis on était comme ça, tente-tu de nous recevoir chez vous? Puis là, on dormait là pendant 2, 3, 4, 5 jours. Puis là, on allait à une autre place dans une autre ville. Puis quand on revenait dans la ville, on les appelait. Puis attends, t'as-tu encore un lit pour nous autres? Puis on dormait là. Fait que là, on était chez 2 filles à Glasgow. Puis là, il y en a une qui fait « Hey, ça commence à brasser, je pense, à George Square au centre-ville. » Qui était comme l'endroit où les indépendantistes devaient se réunir, peu importe qu'il y ait une victoire ou qu'il n'y ait pas de victoire. Tu sais, que le oui l'emporte ou non, ils devaient se réunir là. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des groupes farouchement en faveur du non, du camp du non, donc contre l'indépendance, qui étaient des hooligans aussi là, de soccer, là, parce que c'est bien fort ça à Glasgow, là, qui sont débarqués pour un peu chasser les indépendantistes du square. Oh. Puis là, il y avait comme les policiers qui étaient là pour faire rempart, faire barrage entre les deux camps. Puis je me souviens, j'étais devant les policiers. D'un bord, il y avait les partisans du non, puis de l'autre bord, les partisans du oui. Puis là, j'ai dit aux policiers, j'ai dit, hey, je prenais des photos, peu importe. Là. Je dis, hey, tu me le diras avant de charger, s'il te plaît. Il fait comme quoi? T'sais, nous autres, 2 ans avant, c'était le printemps étudiant. Là. Ouais. Je veux dire, la police, ça rentrait dans les étudiants puis ça donnait des coups de matraque. Là, Ouais. puis, fait que là, je dis, ben, tu me le diras avant de charger. Il me regarde, il fait, we don't do that here. On fait pas ça. On est juste là pour calmer les esprits, se mettre en... Et, bon, la soirée évolue, les foules se déplacent un peu, puis à un moment donné, ça pète. Puis là, ils commencent à se taper dessus. Là. Il y a un gars qui tombe en terre, puis sur 3-4 à le tapocher. Mais là, c'est le non puis le oui. La Ouais, police exact. tape pas. Non, c'est ça, c'est le non puis le oui. Quand Parce même qu'ils sont fascinant. ramassés dans une autre rue, puis là, ils commencent à se taper dessus. Mais ça dure, là, 30 secondes. T'as des policiers qui sortent de je sais pas où, qui en prennent un, qui le mettent d'un bord, de l'autre. Et là, t'as encore les deux groupes, mais t'as des policiers à cheval qui débarquent, puis qui slide comme entre les deux, puis ils descendent la rue pour repousser une gang. Et de ce que j'ai appris après, c'est que eux sont formés, c'est ça, pas pour arrêter le monde sur le coup, sont formés à cause des batailles qui suivaient les matchs de soccer à séparer 2 gangs de hooligans. Il y a tellement de caméras là-bas, là, de CCTV, là, tous les coins de rue, même il y a des caméras de surveillance partout. Ils séparent le monde. Puis après, ils checkent les tapes, puis ils vont arrêter le monde. Mais sur le coup, ils tapent pas personne, ils rentrent pas dans le tas, ils séparent. C'est extraordinaire. Ouais. Ça ça m'a fonctionnait. impressionné. Moi, ça m'a impressionné, en tout cas. Puis ça fonctionnait. Ouais. Je me souviens, j'étais au milieu de tout ça en train de prendre des photos, puis il y a un gars qui a fait comme... Il m'a vu, puis tu sais, des fois, là, dans les mobs de même, les médias deviennent aussi les ennemis, puis il était comme « Ah! » Puis là, il s'en venait sur moi, puis c'est là que le cheval a comme fait... C'est arrivé. Là, j'étais comme, ah, allô? OK, cool. Mais, tu sais, c'est ça. Mais au final, j'ai rien risqué, là. Tu sais, j'aurais mangé un coup de poing au pire, là. Mais c'est pas, tu sais, je suis pas dans des zones de conflit, de guerre, de, tu sais. Tu disais, c'est le fun, ça, c'est extraordinaire, partir à une place, pas savoir si t'as des contrats et tout, puis couvrir... Tu sais, moi, j'ai un de mes potes, Jasmin Lavoie, que je salue, qui est sur le bord probablement de retourner en Afrique, qui vient d'aller passer je sais pas combien de mois au Nigeria, qui a été... L'ami à Nick Ouellet, right? Ouais, exact. Oui, c'est ça, je l'ai rencontré. Lui, ça serait un bon aussi probablement pour ton podcast, vraiment intéressant. Puis, tu sais, il a vécu 1 an au Pakistan à couvrir le pays pour France 24 là-bas. Ben, ça, c'est une autre game, là. Tu sais,
c'est pas la Catalogne, c'est pas l'Écosse, puis c'est pas les États-Unis. Ça, c'est une autre game. Ça te prend des formations de zones de guerre quasiment, là, tu sais, comment repérer les mines antipersonnelles, comment agir quand tu as un barrage à un checkpoint, des affaires comme ça. Là, fait que c'était assez safe, là, on s'entend, là, le référendum en Écosse puis la Catalogne. Là. Tout de même. Ouais. Tout de même. Pour un gars qui a pas de contrat, oui, non. Tu sais, de faire non, c'est pas super, j'aurais juste mangé une claque à la gueule, faire attends, t'es pas payé pour la manger. T'sais. Non, c'est sûr. Quand c'est même. sûr. Mais tu sais, ça m'aurait fait une bonne histoire à raconter. Fait que là, mais tu me mettras en contact avec Jasmin Lavoie. Mm-hmm, Je suis. Ben, ça, bref, on en plaisir. parlera après. Fait que là, t'es en Catalogne, tu couvres ça, t'es occupé. Fait que finalement, tu crées ton emploi là-bas. Et c'est quand t'as été là combien de temps? J'étais 2 mois en Écosse, 1 mois en Catalogne, 1 mois et demi, puis après, j'ai voyagé un peu en Europe. Mais tu sais, j'étais brûlé, là. Je veux dire, je voyageais en Europe, mais je n'ai comme pas profité, là. Je m'étais brûlé dans ces 3 mois-là. Là. Tu sais, j'étais pas en forme, là. J'avais des boutons partout, là. Tu sais, pour vrai, là, ça allait plus, là. Tu sais, je mangeais tout croche, en tout cas. Bref, fait que j'ai pas tant profité de mon voyage après. T'as juste canté. Ouais, il a fallu que je fasse ça, là, carrément. Puis... Quand même quelque chose, là, comme couvrir 2 référendums en 3 mois. Ouais, non, c'était de la job, mais c'était vraiment le fun. Mais c'est ça, c'était... Après, il aurait fallu que je m'impose une discipline de vie peut-être plus saine un peu. Mais, à ce moment-là, t'avais quel âge? Genre fin vingtaine? Même ouais, pas? exact. 20, 28, 29. Puis, qu'est-ce que t'as le plus appris des gens là-bas par rapport à l'indépendance, par rapport à la fierté, par rapport à... c'est quoi la jeunesse? C'est quoi qui t'a retenu de ça, d'eux autres? Moi, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant en Catalogne, tu sais, parce que je suis allé plusieurs fois, là, je suis allé 3 fois, là, c'est que c'est un mouvement qui n'est pas parti du haut. Tu sais, c'est pas les partis politiques qui ont dit on va faire un référendum sur l'indépendance ou on va essayer de devenir indépendant. C'est la population qui s'est mise à réclamer ça. À un tel point qu'elle a fait changer d'avis le président de la Catalogne. Tu sais, le président de la Catalogne à l'époque, c'était Artur Mas, aucun lien de parenté avec moi, Artur Mas. Très mauvaise blague. Celle-là, on la mettra pas dans le show. Je l'adore. On la garde pas pour Non, le c'est show. parfait. Okay? On assume. On la est là. retravaille. Parfait. Non, mais je parlais de notre show, notre duo comique. Donc, Artur Mas, qui était pas indépendantiste à la base, il y avait peut-être un peu de nationalisme, là, un genre de François Legault, mettons. Là. On caricature. Oui. Et c'est comme si nous, on prenait la rue là, le 24 juin là, au Québec, puis je sais pas, là, c'était des manifestations qui frôlaient le million, hein, qui dépassaient le million souvent le jour de la Diada, le 11 septembre, c'est la fête nationale là-bas. Et à l'initiative de, mettons, la Société Saint-Jean-Baptiste, l'équivalent catalan de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui nous disent « OK, on va manifester aujourd'hui pour la fierté d'être catalan, puis parce qu'on veut démontrer que les politiques espagnols, ils s'ingèrent trop, ils nous laissent pas assez de liberté, on veut plus de liberté. » Puis là, une couple de fêtes nationales de suite où on serait 1 million dans les rues de Montréal. François Legault, il ferait comme « OK, j'ai entendu la rue, puis on va essayer d'aller négocier genre une forme d'indépendance accrue, voire l'indépendance totale avec l'Espagne. » Puis là, avec, mettons, Justin Trudeau. Ouais. Puis là, Justin Trudeau, il dirait « Hey, non, là, c'est sympathique, là, mais non, ça se passera pas. Ah, tu veux voter sur la question? Non plus, ça se passera pas. » Fait que là, tout ce que ça fait, c'est que le sentiment indépendantiste gagne en popularité, gagne en appui. Puis, là, OK, on n'organise pas un référendum parce qu'on n'a pas le droit selon la loi, mais on va organiser une genre de consultation populaire, un genre de méga sondage où le monde va aller voter quand même, mais qui n'aura pas force de loi. Là. Peu importe le résultat, le statu quo va prévaloir. OK, puis là, dans ce référendum-là, évidemment, c'est les indépendantistes qui se mobilisent, qui vont voter. Les autres, ils font comme non, ça n'existe pas. Fait que t'as 80 ou 90%, je ne me souviens plus du résultat, en faveur de l'indépendance. Fait que là, c'est comme une étape de plus, tranquillement. Mais c'est ça, c'est cette solidarité-là, le fait que ça vienne de la rue, que tu aies vraiment l'impression que c'est un mouvement social, tu sais, que ça part d'associations de quartiers.
Parce qu'il y a finalement eu un référendum qui a été réprimé puis qui a été considéré comme étant illégal par Madrid en 2017. Donc, 3 ans plus tard, j'y étais aussi. Je suis retourné pour une 3e fois pour vivre ce moment-là. Et dans les jours après, pour protester, là, mettons, là, ils voulaient organiser des blocages de rue, frapper au niveau économique, là, bloquer les autoroutes et tout, pour dire... Parce que le 1er octobre, là, je sais pas si tu t'en souviens, là, mais la police est rentrée dans le tas. Là. Ouais. Ils sont débarqués, ils étaient tous parqués dans le port de Barcelone, puis là, ils sont débarqués, puis sont allés dans les bureaux de vote qui étaient les moins organisés, puis sont allés taper... Bon, fait que pour protester contre ça, puis pour que l'Espagne reconnaisse le résultat, ils voulaient organiser des mobilisations. Mais dans le quartier dans lequel on se tenait, ils se sont réunis sur la place centrale, puis c'était comme une assemblée publique, là, tu sais. Ils jasaient de... on va aller bloquer telle autoroute, puis non, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce que quelqu'un veut parler? Est-ce que... Tu sais, comme ça devait se passer en Grèce antique, là, tu sais, dans l'agora publique, là, puis ils venaient discuter de choses politiques. C'était... Il y a de quoi de beau là-dedans. Tu sais, on est tellement, à un certain point, désillusionné de la chose politique, de dire peu importe pour qui on vote, il n'y a rien qui change, j'y peux rien et tout. Mais là, eux autres, ils ont décidé que non, ils pouvaient quelque chose, puis ils se réunissent entre eux, puis ils discutent, ils débattent. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant, en fait. Que ce soit une question puis une idée qui est portée par la rue, tu sais, par le monde. Tu sais. Puis que, malgré que le grand gouvernement n'ait pas tant écouté ça, mais que le gouvernement le plus près donc le gouvernement provincial, les considérer. Ouais. Ça, c'est vraiment impressionnant, en fait. T'sais, après, il y en a qui peuvent dire « c'est par opportunisme politique », parce qu'il ne voulait pas perdre son siège, puis il voyait que le vent tournait vers là. Mais peut-être qu'il y a une partie d'opportunisme politique là-dedans, mais c'est cynique un peu de le voir comme ça. Moi, je préfère le voir comme quelqu'un qui était à l'écoute de la population, qui... on reproche souvent ça au gouvernement, d'être trop dogmatique, de s'en tenir à leur ligne de parti ou à leurs idéologies. Ben là, c'est comme s'ils avaient écouté un peu ce qui se passait dans la rue, puis ils avaient réagi, puis ils avaient réajusté ses politiques. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis tu vois que c'était quelqu'un qui y croyait vraiment. Là. Moi, je l'ai interviewé, Artur Mas, le président de la Catalogne. Puis c'était un gentleman qui parlait genre 5 langues, il parlait français. Il reconnaissait l'importance de s'exprimer en français et de parler à un journaliste québécois. Je te dis, parce que la première fois que je l'ai interviewé, j'étais pas censé l'interviewer, là, son relationniste. Il était comme dans une entrevue avec la télé nationale, là, le jour du vote, là, puis il y avait des gardes de sécurité partout. Puis là, son relationniste m'avait dit « Va-t'en, là, on va te convoquer pour une conférence de presse. » Puis je traînais dans le coin. Puis à un moment donné, il y a eu une petite interruption de tournage. Puis il est passé devant moi, Artur Mas. Puis là, j'avais mon enregistreur. J'ai dit « Une petite question pour la radio québécoise, Monsieur Mas. » Puis il a fait... en français. Ouais, parce que je savais qu'il parlait français. Fait que là, il dit « Ah, la radio québécoise. » Fait que là, il voulait, puis là, son relationniste m'a pogné, il m'a genre dit « Qu'est-ce que je t'ai dit? Genre, on n'a pas le temps pour ça, va-t'en. » En anglais, parce que lui, il parlait juste anglais. Puis là, j'ai fait « OK. » J'ai marché 3, 4, 5 pas. Puis là, il a fait « Hey, come back. » Parce que Mas, il a dit « Gaga, ben là. » Un journaliste québécois, nous autres, on a besoin de l'appui à l'international. Pour lui, c'était payant que sa déclaration se retrouve à la radio de Radio-Canada, mettons. Fait que, il a fait « Hey, viens ici. » Fait que là, il a dit 2-3 questions max. Là. Puis je suis arrivé, puis j'en ai posé une. Puis le gars, il m'a dit tout ce que je voulais dans sa réponse, là. Au complet, en faisant des références au Québec. Arrête! Ouais, ben oui, tu sais. Il était très conscient. Ils connaissent les précédents, puis il n'y en a pas beaucoup de précédents de référendums sur l'indépendance. Hein. Au Québec, pour l'Écosse et pour la Catalogne, on fait preuve de pionnier, d'une certaine façon. Le premier ministre écossais, Alex Salmond, m'a lui aussi fait référence aux résultats québécois, puis à comment ça s'était passé au Québec. Ça a été perçu comment à l'international? Le Québec ou mais en fait, ce que eux réclamaient en Catalogne, c'était le droit de s'exprimer sur cette question-là qu'on avait eue, tout simplement. Parce que eux, ils n'ont pas le droit de tenir un référendum. L'Espagne dit que selon la constitution espagnole, le pays est indivisible. Donc,
s'il devait y avoir un référendum sur la question de l'indépendance d'une des régions, tous les Espagnols devraient voter sur cette question-là. Donc, ils veulent pas qu'il y ait un référendum. Ils veulent même pas discuter de cette question-là. Donc, les Catalans, eux, ils disent, ben là, au Québec, eux, ils ont pu le faire 2 fois, en 80 puis en 1995. Tu sais, ils ont choisi le nom, mais ils ont pu s'exprimer sur cette question-là, puis on aimerait ça avoir cet équivalent-là. Fait que c'est un peu dans cette dynamique-là que les Catalans, ben, en tout cas, le président catalan en parlait. Puis en Écosse, le lien qu'il avait fait, c'était entre les campagnes du non et écossaise et la campagne du non qu'il y avait eu au Québec en 95 et en 80 aussi, une campagne de peur, de dire les banques vont s'en aller, l'économie va s'effondrer, toutes les compagnies vont quitter la région. Ben, il y avait eu, tu sais, le premier ministre écossais était comme, il pige dans le même playbook, genre, il pourrait au moins s'en créer un à eux autres. Tu sais, c'est comme la même affaire, ils font exactement ce qu'ils ont fait que le Canada a fait au Québec en 95. C'était un peu ça qu'Alex Sandman disait à l'époque. Voilà. Est-ce que tu as des souvenirs, toi, du référendum 95? Ouais. Comme, est-ce que tu pensais... Attends. Vas-y. J'avais genre 10 ans. Ouais. Ouais. Puis le soir du référendum, on était genre allé voir un show de Marc Dupré. Quoi? Mais avant qu'il soit chanteur, là, il était imitateur, OK? Hey, c'était-tu MD3, man? C'était ça, là, c'était Good Old Days. Là. Ça, c'est dans le temps qu'il avait sorti un show. OK. C'est ça, tu sais, dans le temps des MP3. OK. Lui, il avait sorti un show qui s'appelait MD3. Wow! Uh-huh. Mais non, je pense que c'était avant ça, parce qu'en malade. 95, les MP3, ça devait pas Non, c'est pas encore, c'est vrai, c'est vrai. Mais pour vrai, je comprends pas. Je pense qu'on s'était fait donner des billets. Puis tu sais, mon père est full politisé. Ah ouais, hein? À ce jour, il faudrait que j'en reparle. À ce jour, je ne comprends pas comment, le soir du référendum, on était en train de voir un show de Marc Dupré. Puis comment... Hey, man, j'essaie de penser, mettons, tu sais, j'ai fait des shows dans des contextes vraiment pas similaires au référendum, pas aussi intense que ça, mais tu sais, genre, faire un show le lendemain du Bataclan, mettons, Oh, tabarouette. c'est une vibe, là, tu sais, c'est comme, oh, là, tu peux pas juste rentrer pour faire des jokes, là, tu sais, faut comme Comment tu fais dans ce temps-là? Moi, cette fois-là, puis tu sais, j'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui, pas que ça fait 1000 ans, là, mais tu sais, j'étais plus jeune un peu, puis je suis pas le gars le plus politisé au monde. Uh-huh. J'avais ramené ça juste à la base de, hey, attends, il y a un acte horrible lors d'un spectacle. Mhm. Et ça, je le comprends, mettons. Mhm. Fait que j'ai juste dit à la crowd, merci, comme... Je pensais jamais dire ça dans ma vie, mais vous êtes courageux d'être là ce soir. Puis merci d'être là. Puis on va rire, on va faire des jokes. C'est ça qui va se passer, mais merci de votre courage. T'sais. OK. C'est aussi simple que ça. Tu dis il y a une vibe, dirais-tu que le public était différent à cause de ça, les réactions du public? Pas nécessairement les réactions, je pense que c'est plus l'arrivée, le début, juste l'idée d'être dans un théâtre. Puis je veux dire, j'étais pas à Paris, là, j'étais au théâtre Sainte-Cathe, là, je pense. Puis faire comme, hey, attends, mais le show va avoir lieu, là, on va pas canceller toutes les shows, ce serait de leur donner raison, entre guillemets, là, tu sais. Faire comme... C'est vraiment plus le concept de faire comme, ah, OK, attends, là, on est d'une salle en ce moment, puis hier, il s'est passé de quoi de vraiment grave dans le même contexte, tu sais. Fait que c'est juste ça, de saluer le courage que ces gens-là ont fait. Comme, ils n'ont pas fait « Hey, fuck this, on va plus voir de show. » Non, man, on va aller voir un show, puis c'est un show d'humour. C'est ça l'affaire aussi, c'est que, tu sais, mettons un show de musique, ben, tu peux choisir ton pacing de tune en conséquence. Tu peux faire « Hey, on va chanter cette tune-là en hommage à... » Tu peux pas faire des jokes en hommage à. Ouais, non, c'est ça. Ça passe moins bien, là. Ça passe vraiment mal. La prochaine blague est dédiée à tous ceux qui... Non. C'est ça, là, tu sais. Fait qu'il y a comme quelque chose où, vu que l'art est parlé, faut comme vraiment être brillant aussi pour être capable de faire rire au lendemain de... Tiens, je me souviens, Adib, dans le temps, quand il y avait eu l'attentat à Ottawa, si je me trompe pas, il avait fait un stand-up, si je me trompe pas, le lendemain ou le surlendemain, là, vraiment collé sur l'actualité.
Puis Adib est tellement brillant que, tu sais, il avait écrit un texte précisément pour ça, tu sais. Puis c'était super brillant. Puis il avait été nommé aux Oliviers. C'est un des premiers numéros captés, non officiels pour la télé, qui a été nommé aux Oliviers. Lui, il a juste capté avec une caméra puis il a mis ça sur Facebook, tu sais. Puis... Mais bref, fait que voilà, tu sais, il y a quand même un... Ouais. Mais t'arrives-tu avec un ton un peu différent ou il faut que tu le fasses comme. Je sais pas comme comment je d'habitude? l'attaquerais aujourd'hui. Je sais pas comment je le ferais si ça réarrivait aujourd'hui. Mettons qu'on souhaite que ça On arrive. souhaite Ben, pas, là, exact, là, of course, mais cette fois-là, c'est ça qui est dur, c'est qu'à un moment donné, c'est comme, hey, je peux pas. There's so much I can do, là, tu sais, j'ai une demi-heure. C'est ça. C'est ça, je suis supposé venir Puis vous les présenter. jokes sont écrits de même, puis si je les joue en m'excusant d'être là, ça marchera pas. Fait que je me souviens pas exactement, mais je me souviens que j'avais comme acknowledge au début, faire comme, hey, tu sais, puis souvent, c'est ça qu'il faut faire, là, il y a un éléphant dans la pièce, on l'accuse, là, tu sais, je vais faire, guys, je suis conscient de ce qui se passe en ce moment, merci d'être là, on va s'amuser, Ouais. puis on va passer au travers de la soirée, je m'occupe de tout. Ouais. Faites juste rire, tu sais. Ouais. Mais tu vois, c'est ça, il y a de quoi de particulier à jouer dans ces contextes-là, mais il y en a qui le créent pour ça. Tu sais, le soir du référendum, le show, c'était celui des colocs. Ouais, oui. Tu sais. C'était où, hein? C'était-tu au Club Soda? C'était plus gros que ça. Très bonne question, mais Je me souviens pas. Metropolis Club Soda, Ouais, là, ouais. une grosse salle, et je me souviens, c'était Philippe Fémieux qui couvrait ça pour Ah Musique oui? Plus. Ouais, j'ai vu ça dans les archives C'est à malade! l'époque, le bon Phil Fémieux, on le Yes. salue. Mais oui, c'est ça, tu sais, Dédé c'était le lancement de leur album, puis il s'était dit ça va être la grande fête, on va tout réussir d'un coup, on va tout réussir à soir. Puis tu sais, c'est quelqu'un de tellement émotif. Je me souviens, j'ai revu après coup, parce que tu sais, c'est ça, tu me disais si j'ai des souvenirs du référendum de 95, j'avais 10 ans, là. Tu sais, moi, le rouge, c'était ma couleur préférée. Fait que genre, j'étais pour le nom entre guillemets parce que le rouge était ma couleur préférée. Tu sais, j'étais pas là. J'étais pas tout allumé, là. Tu sais, il y avait 2-3 enfants que j'avais pas compris, là. Est-ce que tu pensais un jour, quand même, t'as pas couvert le référendum québécois, mais par la bande, en couvrant d'autres référendums, t'as comme poussé la réflexion. Est-ce que tu pensais que ton travail allait te ramener dans ces questionnements-là? Ben, c'était... clairement, ça faisait partie de l'impulsion de départ. Tu sais, de se dire... on n'en parle presque plus de la question nationale ici. Depuis de nombreuses années, c'est comme si les indépendantistes, au lendemain de 95, avaient eu la gueule de bois puis avaient cessé de parler de ça. Puis... c'est ça. Puis, alors que là-bas, et eux le vivent, tu sais, puis moi, je voulais juste aller là-bas pour parler de leur situation, mais nécessairement, en parlant de leur situation, ça renvoie un peu l'image du Québec. Ça offre un certain miroir au Québec, aux Québécois, tu sais, puis pas nécessairement de se dire « Ah oui, on se relance là-dedans », ou tu sais, juste... Tu sais, des fois, de regarder les autres dans la vie de tous les jours, ah, lui, il gère comme ça, telle situation, ben, ça te permet de réfléchir à ta situation, Ouais. à toi, à ta vie, à toi, puis à tes réflexes, à toi, puis à où t'en es rendu dans ta vie. Ben, ça, c'est un peu la même chose, mais à l'échelle internationale. Tu sais, des pays qui ont des aspirations indépendantistes en Occident, il y en a de moins... Tu sais, il y en a pas qu'il y en a de moins en moins, c'est pas ça. Il y en a pas tout le temps. Il y en a pas beaucoup, tu sais, puis c'est ça. Le Québec a fait office de pionnier d'une certaine façon avec le référendum. Puis là, ben, c'est comme si on avait voulu enterrer ça, tasser ça, mais c'est pas réglé pour autant. Il y a plein de monde qui pense que c'est encore une excellente idée puis qu'il faudrait réactualiser le débat, mais on en parle plus ou moins. Après, moi, l'objectif, c'était vraiment de couvrir les situations là-bas, mais je savais que ça aurait un écho ici, donc un intérêt, au-delà de la question sociale et politique, simplement un intérêt médiatique qui me permettrait de vendre des piges. Que je vais aller là-bas pour avoir la pleine liberté du pigiste, mais c'est un sujet qui parle ici, donc je vais pouvoir être en mesure de vendre des papiers, puis de vendre des converses. C'est un peu ça l'intention. Ouais. Comment tu trouves le milieu journalistique? Je sais pas. J'ai envie de te poser la question. Toi, qu'est-ce que t'en penses de l'indépendance du Québec? Je suis journaliste. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que tu vois, j'ai... Ah ouais, mais non, mais tu fais bien de la poser la question parce que
Ça me permet de parler de ça, justement. En tant que journaliste, j'ai pas le droit de faire valoir mes opinions. Il y a des éditorialistes ou des chroniqueurs qui peuvent le faire, mais les journalistes doivent se préserver de faire valoir leurs opinions sur des questions sensibles qui occupent l'actualité. Est-ce que ça, tu trouves ça dur des fois dans ton métier? Oui. Plus jeune, je trouvais ça plus difficile. Pas que on devient désillusionné avec les années, mais je suis quelqu'un qui, à la base, a quand même des idéaux politiques, des idéaux sociaux. Et c'est comme si plus jeunes, ils sont plus vivants, sont plus à vif, on est plus animé par ça. Peut-être que j'ai plus appris à conjuguer avec la réalité du journaliste, qui est juste de dire tu te tais en public, là, puis tu peux parler à un ou deux amis de ces questions-là, mais il faut pas que tout le monde sache de quel bord tu votes. Puis, est-ce que tu penses que peut-être que cette petite restriction-là que ton métier t'amène t'a aidé en quelque sorte à des fois avoir une meilleure écoute? Peut-être tu sais que au lieu de te faire « Hey, moi, je suis pas d'accord » ou « Moi, de faire « Hey, attends, c'est pas ça mon métier. Moi, faut que j'entende l'autre. Faut que je note puis que je rapporte. » Fait qu'avec le temps, c'est pas nécessairement que ça s'atténue, mais de faire t'as une meilleure écoute, tu prends le temps d'écouter les autres puis te faire une meilleure idée, peut-être plus nuancée. Ben, assurément, il faut que je peux pas me cantonner dans des positions idéologiques parce que mon but, c'est d'aller parler à tout le monde qui est concerné par le sujet. Donc, nécessairement, ça me permet puis ça me force à m'exposer à toutes sortes d'opinions. Donc, ouais, clairement, une meilleure écoute. Ben, en fait, c'est la job, c'est d'écouter. Là, on est ici puis je parle, mais d'habitude, t'es là pour ça. Techniquement, il faut que j'écoute. Quoi, j'aime bien parler. Mais ouais, être journaliste, c'est de savoir poser les bonnes questions, c'est de savoir écouter ce que les gens te disent, tu sais. Savoir comprendre le sous-texte pour pouvoir les relancer, puis est-ce qu'ils répondent vraiment ce qu'ils pensent ou ils te disent la réponse politique, puis qu'est-ce qu'il y a derrière ça. L'écoute, c'est très important. Donc là, tu reviens de la Catalogne et ben de tes petites vacances où tu es fatigué. Ouais. Tu reviens et c'est là que RAD a pris forme? Non, ça c'est... Là, on est en 2014, tu vois. Fin 2014... Là, je fais un peu de remplacement au sport parce que c'est genre le temps des fêtes, fait qu'ils ont besoin de moi. Après le temps des fêtes, ils m'envoient au Jeux du Canada à Prince-Georges, dans le nord de la Colombie-Britannique, genre pendant 3 semaines pour écrire des articles. C'était vraiment le fun. C'est une belle gig. C'est une super belle gig. J'ai rencontré des athlètes de Nunavut, là, de genre Grise-Fjord, qui est la ville la plus au nord du Canada, qui, tu sais... Le gars, c'était en février que je l'ai interviewé. Attends, c'est ça qui m'a dit. Il me semble qu'il n'y avait pas eu de soleil chez eux depuis le mois d'octobre. Oh my God. C'est genre... puis là, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais... Et là, de rencontrer ce gars-là qui parlait très peu, au final, ben ça m'a juste comme... Je suis revenu puis j'ai fait plein de recherches sur Grise-Fjord, sur c'est quoi l'histoire de cette communauté-là. C'est le gouvernement qui a amené des Autochtones là-bas pour occuper le nord, en leur disant « On va revenir, on va vous construire des maisons, on va vous amener de la... » Ça s'est pas exactement passé comme ça. Et bon, en tout cas, il a fallu qu'ils s'organisent par eux-mêmes là-bas, qu'ils réapprennent à chasser dans des territoires qui n'étaient pas les leurs et tout. Fait que ça m'a permis de découvrir plein d'histoires comme ça. Ça, c'était 3 semaines, je suis revenu ici. Puis là, j'étais officiellement devant rien. Puis à ce moment-là, je repensais à ça récemment en plus, je m'étais dit, je vais aller... mes parents ont un chalet, puis il y avait des rénaux à faire. Je me suis dit, je vais aller au chalet, je vais louer mon appart à Montréal, comme j'avais fait quand j'étais parti en Écosse et tout. Fait que, tu sais, je vais avoir à peu près aucun coût de vie, je vais... apprendre à faire des petites rénaux, puis je vais faire de la musique. Parce que là, Bonnie Souba était comme mort depuis que j'étais parti en Europe. C'était comme la fin. On a joué notre dernier show 2 jours avant que je parte en Europe. Et là, je me suis dit, je vais revenir plus au rap. Puis finalement, j'ai pas pris cette branche-là du Y. J'ai plus pris la branche. Je suis allé à l'information générale à Radio-Canada. En fait, je suis allé au Centre de l'information, qui est la grosse machine de production d'information de Radio-Canada. Puis je me suis mis à lire les nouvelles radios la nuit.
Fait que... fait que Comme on fait souvent, tout le monde. Oui, c'est ça. Mais je me levais genre à... Hey man, ceux qui l'ont fait longtemps, ils ont une discipline de fer. Là. Je me levais comme à 7h PM. 7h du soir, là, 19h. Puis mon shift, je pense, commençait à 21h. Jusqu'à 7h du matin. OK, fait que finalement, j'ai juste compris, t'es pas allé au chalet. Non, je suis OK. pas allé au chalet. Récemment, récemment, je repensais à ça, à cette Y-là. OK. C'était comme le moment dans ma vie où j'avais le temps de me reconsacrer un peu à l'art, à du temps pour moi, être en nature et tout. Puis j'ai comme... C'est comme si j'avais, tu sais, avec la pige, partir en Europe et tout, usé un peu ma batterie de « let's go, on le fait ». Pour l'année. Puis là, j'avais comme peut-être besoin d'un peu de sécurité ou je ne sais trop. Fait que je suis retourné. Ils m'ont offert des shifts au centre de l'information. Puis là, je me suis dit, tu sais, ça faisait 4-5 ans que j'étais au sport. Puis là, je me suis dit, ben, visiblement, il y a moins d'avenir au sport. Si je veux continuer à Radio-Canada, il faut que j'aille à l'information générale. Fait que let's go, j'y vais. Il faut que je fasse mes preuves là-bas aussi. Fait que Fait que là, tu rentrais de nuit puis tu faisais quoi concrètement? Ben, je m'occupais du site Internet, puis à toutes les heures, je lisais les nouvelles à la radio. Fait que je me souviens, c'est moi qui ai annoncé la mort de Jacques Parizeau. Oh shit! Ouais, ça, parce que c'était... Je me souviens, j'ai réécouté, c'est drôle, j'ai réécouté... Tu sais, j'étais pas un lecteur de nouvelles super expérimenté, mettons. Fait que tu vois, encore là, l'idée, c'était d'aller là pour apprendre d'autres choses, puis continuer à ajouter des skills à ton arc. Ouais. À ta personnalité. Des flèches à mon gars. Des cordes à mon arc, c'est ça. Voilà, oui. Et donc, j'ai réécouté ce bulletin-là, puis j'ai genre la voix la plus grave. Bon, mesdames et messieurs, bonsoir. Jacques Parizeau est mort. Tu sais, genre, comme s'il fallait que j'en rajoute, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est une nouvelle qui est comme tombée pendant la nuit. Puis là, tu sais, moi, j'étais comme tout seul au bureau avec le pupitre radio qui était sur le bord de s'en aller, tu sais. Puis là, c'est comme sa femme qui a posté ça sur Facebook. Mais nous, on peut pas... c'est pas suffisant, ça, pour aller en ondes avec ça. Tu sais, bon, la guerre... Bon, on est présentement dans une époque où les réseaux sociaux, les fausses nouvelles et tout, qu'est-ce qui est de... Nous autres, quand on publie une information, est vérifiée. Tu sais... le fait que la femme de Jacques Parizeau publie sur Facebook que son mari est décédé, c'est pas suffisant. Parce qu'elle peut... Il y a quelqu'un qui a pu écrire ça à sa place. Fait que, bon, ça enclenche tout un processus. Là. On savait qu'il était dans ces derniers moments. Fait que on appelle les rédacteurs en chef qui, eux... il y a comme une recherchiste à Radio-Canada qui est très, très pluguée en politique, qui fait toutes les confirmations. On revient, puis là, on est prêt pour le prochain bulletin. Mais là... Puis c'est ça, là, on a des reportages qui sont prêts déjà. Là. On a des articles qui sont prêts déjà parce que c'est des éventualités. C'est des trucs qu'on voit venir. Puis c'est ça, ça a été... mettons, je me suis amélioré comme lecteur de nouvelles, mais c'est ça dont je me souviens de cette période un peu sombre là, où je vivais entre... la nuit, où je vivais de nuit, où encore là, c'était pas très bon pour ma santé. Non. Je suis devenu super pâle. C'est clair. Déjà qu'à la base, je suis pas très très foncé, mais fait quoi? J'ai fait ça. L'été d'après, j'ai fait un peu de reportage au général. Donc reportage radio, un peu de reportage télé. Ils m'ont rappelé pour les sports parce que les Jeux de Rio s'en venaient. Puis là, ils voulaient que j'aille au jeu faire des trucs médias sociaux un peu. Mm-hmm. Puis dans le fond, il disait, va faire des trucs pour les médias sociaux, tiens, voici un iPhone. Puis là, non, mais il pensait que j'allais faire, je sais pas, des petites vidéos de 30 secondes. Puis là, je me suis dit, hey, moi, je vais tourner des histoires, tu sais, je vais faire vivre les jeux un peu différemment. Tu sais, des jeux qui se déroulent à Rio, qui se déroulent à Séoul, qui se déroulent n'importe où. C'est un peu tout le temps la même affaire. Tu sais, c'est le stade, c'est la track d'Olympique qui est filmée de telle façon. Puis oui, tu as des belles images du pays, mais tu vois pas vraiment l'envers du décor. Puis moi, je me suis dit, je vais essayer de montrer ça un peu, l'envers du décor. Puis je me suis mis à filmer avec mon téléphone puis à faire des montages sur mon téléphone. Je le recommande à personne. Non. C'est trop long pour rien. Puis
tu développes comme tu deviens voûté, puis tu développes des problèmes oculaires. Mais fait que, j'ai sorti plein d'histoires qui étaient le fun un peu. Puis là, tu vois, là, tu parlais du ton un peu plus accessible. C'est beaucoup par Rio que je l'ai trouvé. Vu que j'étais sur les réseaux sociaux, il y avait comme pas de normes. Ouais. Fait que j'ai pu en inventer une, me créer mon style. Puis là, je me suis vraiment permis beaucoup de choses. J'ai essayé des affaires, des trucs qui ont moins bien marché, mais j'avais comme une plus grande liberté. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Puis en revenant de Rio, c'est là qu'ils ont fait OK, à Radio-Can, on regarde là, les stats de consultation des bulletins télé, là, puis on se rend compte que le monde qui a en bas de 34, 35 ans, là, ils nous suivent plus, là, ils décrochent. Là. Comment est-ce qu'on peut aller rechercher ce public-là qui est sur Internet, mais pour lequel on n'a pas nécessairement une offre adaptée, une offre appropriée? Puis là, ils ont dit, OK, on va créer une cellule, un petit département, un laboratoire journalistique de plus jeunes journalistes qui vont essayer de trouver une façon de faire ou de faire des reportages adaptés au web pour aller chercher ce public-là. Puis là, je revenais de Rio, fait que j'avais un bon bagage. Ils cherchaient 5 journalistes, j'ai appliqué, ils m'ont pris, puis là, ils nous ont rassemblés. Ils ont eu cette intuition-là et cette sagesse-là de dire on est des patrons de 50, 55, 60 ans. On le sait pas nécessairement ce qui fonctionne sur Internet, fait qu'on leur dira pas voici ce que vous devez faire. On va les mettre ensemble puis on va leur donner du temps. Et ça, en journalisme, le temps, c'est une richesse et un luxe qu'on a trop peu. Du temps pour réfléchir à ce qu'eux veulent faire. Parce que eux, il y a plus de chances qu'ils sachent ce qui marche sur le web. Fait que là, entre nous autres, mais aussi avec des gens qui venaient d'autres milieux, du milieu de la publicité, donc qui avaient une approche complètement différente, là, qui ne connaissaient pas nécessairement le journalisme à la base, mais qui avaient des idées pour éclater le concept, des façons des stratégies pour rayonner dans l'univers numérique puis l'univers des réseaux sociaux, alors que c'est tellement difficile, n'importe qui met n'importe quoi là-dessus. Puis là, je suis autant en compétition contre tes stories que les stories de l'ami, que la vidéo de chat. Puis là, dans tout ça, il faut qu'un contenu journalistique se démarque. Comment on fait? Fait qu'on a eu du temps pour réfléchir à ça, puis pour penser ça, puis pour créer ça. Quand même malade que ça venait d'eux autres. Ouais, vraiment. Puis qu'il y ait eu l'audace de vous faire confiance, comme tu dis, Exact. parce que trop souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'ils veulent aller chercher les 18-34, puis après ça, ils engagent une équipe, mais ils veulent tout contrôler quand même. T'sais. Ouais. Mais la seule affaire là, sur laquelle il a fallu un peu se battre, c'est qu'au départ, encore là, ils pensaient qu'on allait tout faire avec notre téléphone. Tu sais, c'est le web, là. Vous pouvez filmer avec votre iPhone, ça va être correct, là. Tu sais, pas besoin de caméraman, là. Mais au final, tu te rends compte que, ben non, t'as besoin... Le montage, il faut qu'il soit... On point. Tight, parce qu'il faut pas que tu perdes le monde dans des longueurs. Faut que ça rebondisse. Faut que tu renouvelles l'attention constamment. Fait que t'as besoin d'un monteur qui sait ce qu'il fait. Puis t'as besoin d'un caméraman qui t'offre un produit léché parce que sur le web, justement, il y en a tellement que si c'est lettre, ben, je vais passer à autre chose, tu sais. Fait que là, RAD est né. Ouais. Puis, et là, vous avez lancé ça... Comment? C'était quoi votre idée de départ? L'idée de départ, je pense que c'était de pas faire de l'actualité quotidienne, là, de s'inscrire dans ce qu'on appellerait des sujets qui sont dans l'air du temps. OK. Là, on est en 2017. Ouais. Puis de leur offrir exactement. Si on ramène ça à la ligne du temps, là, on est en 2017. Puis d'offrir une perspective différente sur des sujets, c'est ça, qu'on entend à gauche, à droite, mais de repartir du début à chaque fois. D'offrir 2-3 reportages, 2, 3, 4, 5 reportages sur une thématique dans l'air du temps, en promettant à chaque personne que, OK, pendant 1 semaine, 2 semaines, on va te parler de tel sujet, puis peu importe ton niveau de connaissance sur ce sujet-là, si tu pars du début avec nous,
puis tu te rends à la fin, tu vas comprendre ce dont il est question. Tu vas avoir des réponses à tes questions. Tu vas comprendre c'est quoi les enjeux autour de ce sujet-là. Puis tu vas peut-être dans certains cas vivre des expériences ou rencontrer des personnages. Donc c'est un peu ça la promesse, de dire s'il y a quelqu'un qui, je sais pas moi, à un moment donné, le mur à Donald Trump, on entendait rien que parler de ça, le mur. Ouais. Ça marche-tu, cette histoire-là? On ne sait pas. Ça a été notre premier dossier, les murs à travers le monde. Fait que là, moi, je faisais un genre d'explainer, là, la base, qui est... moi, je te parle du mur de Donald Trump, mais je te parle de tous les murs, pas toutes, là, mais je te donne une vision d'ensemble des murs à travers le monde. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Pourquoi on les met là? Pourquoi? Puis, c'est ça. Fait que tu as une compréhension un peu plus globale de cet enjeu-là. Puis là, j'avais une collègue, Pascal Harrison-Ginier, qui était allée, parce qu'il existe déjà des bouts de mur là, entre le Mexique et la Californie, qui était allée se promener dans cette région-là pour faire des portraits de gens qui vivaient de part et d'autre du mur, puis décrire cette réalité-là, puis voir comment ça s'incarnait sur le terrain. Fait que l'idée, c'est un peu ça, de dire, on va partir d'une thématique qu'on entend un peu à gauche, à droite, puis on va te la décrypter le mieux possible. Puis visiblement, vous avez réussi votre mandat si toi puis moi, on est assis un en face de l'autre aujourd'hui. Ouais, j'espère, j'ose croire. Mais littéralement, c'est ça qui est arrivé. C'est littéralement ça qui est arrivé. Parce que moi, dans le sens, je veux dire, j'ai travaillé un peu à Radio-Can, mais je consommais pas nécessairement le réseau d'information de Radio-Canada. Et quand est débarqué RAD, ben moi, j'ai complètement été pogné par cette vague-là et en étant heureux de l'être. Et de faire... Oui, comme moi, je me souviens quand tu as expliqué la décroissance et de faire « Ah, je me sens pas comme un cave de pas comprendre. » On me l'explique comme si j'étais un idiot, mais de manière de faire non, le but, c'est pas de te faire sentir comme un idiot. Moi, c'est ça que je trouve. Les gens les plus intelligents, c'est des gens qui me font sentir intelligent, je trouve. Qui fait en sorte que, la manière que tu m'expliquais ça, c'était pas comme hey, t'es un épais, puis tu sais pas. C'est de faire regarde, voici ce qui se passe, on va tout vous expliquer. Tout est clair. Tu finis une vidéo de 12 minutes, puis je suis comme oh shit, j'ai plus appris que mes 3 années au cégep, man. Tu sais, comme. Littéralement, puis après ça, il y a une suite. C'est ça qui est trippant, tu sais, de faire... Y allais-tu à tes cours ou t'allais au complexe Claude Robiard si t'as enroulé 2-3? C'est de la fonte, man. C'est ça qu'on faisait. OK, t'es à l'autre gym, t'étais dans cette gang-là. Non, mais tu sais, je trouve que vous réussissez tellement bien à nous hook, puis après ça, tu sais, c'est là où je te... Puis, tu sais, je veux dire, dans ma tête, moi, t'étais comme ma porte d'entrée à toute la gang de RAD parce que t'es le premier que j'ai écouté. Mais même après ça, tu sais, plus récemment, avec tu sais, tout ce qui est arrivé avec le climat, j'ai trouvé ton reportage où tu as été dans la rue pendant la manif, demander aux jeunes, que je donne guillemets parce que c'est nous, là, mais qu'est-ce qu'ils voudraient dire au gouvernement. Et d'amener ça à un autre niveau, de faire on les rencontre puis on va leur poser des questions. Faire comme oh shit! Il fait pas juste montrer il va de l'autre bord, puis il le fait. Et j'ai trouvé que dans les deux cas, j'ai trouvé tellement respectueux des deux. Parce que trop souvent, je trouve que quand il y a quelqu'un qui pose des questions au ministre, souvent, ils vont aller, moins les journalistes, là, mais ils vont soit l'épiner ou soit être trop doux. Puis là, il y a comme un peu rien. Toi, avec quelque chose, tu étais tellement prête que si un des deux ministres te répondait quelque chose... T'es comme, ouais, mais attends, là, telle affaire, comme t'étais vraiment blindé et de manière tout le temps respectueuse et compréhensive de faire, je veux juste la vraie réponse, tu sais. C'est vraiment un talent que t'as, je trouve, de nous le faire comprendre, là, je dis nous, les gens qui consomment peu ça, et d'aller parler aux vraies personnes qui ont les deux mains dans la pâte, tu sais. Ouais. Ben, merci, mais écoute, ouais, c'est ça. Moi, tu dis, tu t'es préparé, puis tu sais, je remercie aussi mon collègue Julien Lamoureux qui m'a donné un coup de main là-dessus aussi. Ça, c'était ma... Tu sais, je savais que j'allais rencontrer des ministres. Des politiciens sont habitués de répondre à des questions puis de pas toujours répondre aux questions, en fait, tu sais. Puis, je voulais, tu sais, être backé le plus possible parce que déjà là, je trouve que
des fois, les réponses n'étaient pas nécessairement satisfaisantes, tu sais, pour les questions qui avaient été posées dans la rue. Fait que je me suis dit, il faut que je me prépare le plus possible pour pas m'en faire passer des petites vides pour arriver avec les meilleures réponses possibles. Mais ça demeure tu sais, des fois, des réponses de politiciens, Ben c'est oui. ça. Ça répond pas exactement à la question. Ah oui. Tu te demandes comment ça va, il fait 22 dehors. Puis, tu sais, comme, c'est vraiment ça, là, tu sais. Très bon, man. Ouais. Mais Jay Dutombe, selon son politique. Ah, man, ça serait un hostie de fiasco, c'est Yo, incroyable. tu me garantis que tu me donnes le scoop si tu le fais, right? Of course. Ok, cool, Of course. parfait, c'est bon. Ça serait quoi ton parti? Tu penses que tu t'en créerais un ou... Je pense... Ah non, man, je connais tellement pas ça. Ok. Puis c'est pour ça que j'aime votre plateforme parce que je trouve, tu l'as dit tantôt, tu sais, avec toute l'affaire des fake news, pis ça, on dirait que je sais plus où aller prendre Ouais. mon information, tu sais. Ouais. Puis c'est ça que je trouve le fun de vous autres, c'est qu'il y a quelque chose de très comme, hey, voici les faits. Nous, on a fait les recherches un peu pour vous autres. Puis comme, où tu vas chercher ton information? J'imagine que tu lis plusieurs sources avant de. Ben oui, ben C'est oui. ça, tout le Ben temps oui, ça. ben oui. Je lis plusieurs sources. Bon. Il y a, tu mets le doigt là-dessus, où est-ce qu'on va chercher notre information? Il y a ce questionnement-là. Il n'y a plus de rituel de consommation d'information. Avant, il y avait ceux qui lisaient le journal le matin, puis ceux qui regardaient le bulletin d'information le soir. Deux catégories qui existent toujours, mais avec l'avenue d'Internet, le fait qu'il y a de plus en plus de jeunes surtout, mais de plus en plus de personnes qui n'ont plus la télévision, et le fait que les journaux ont été dématérialisés, la presse, tu reçois plus ça à la maison, bon, puis c'est pas tout le monde qui a une tablette, et puis ceux qui ont une tablette, ça leur sert probablement juste à lire la presse. Non, Ouais. je sais pas, tu sais, c'est une Ouais, tablette. mes parents, c'est ça, Ouais, là. c'est ça. Moi aussi. Ouais. Fait que, donc... il n'y a plus ce rituel de consommation d'informations-là. Ça a été... puis tu sais, vu qu'il y a de l'information qui pop toute la journée sur Twitter, c'est comme un flow constant, mais il n'y a plus ce moment où est-ce qu'on va chercher cette information-là. Et je le constate parmi mes proches, mes pères qui ne travaillent pas nécessairement en journalisme, ils ne savent plus, là, c'est à quel moment qu'on va chercher telle information. Il y a plein de bribes d'informations qu'on entend à gauche, à droite. Puis... On n'a pas encore... on n'est pas encore parvenu à ça, mais ça fait partie de nos objectifs à RAD, c'est de recréer le rituel d'information. Comment? Vraiment. Non, mais on est en train de développer une application. Mais nos dossiers, c'est un peu ça. On appelle ça des dossiers, puis c'est vieux comme le monde en journalisme. Puis je sais qu'il y a plein de journalistes qui sont comme vous réinventez rien. Peut-être, mais on appelle ça un parcours. Le nom qu'on a pour ça, c'est le parcours journalistique. C'est de dire, OK, voici, on aborde tel sujet, puis là, ça va partir de ça ici, la base. On va t'expliquer tous les faits que tu as besoin de savoir pour comprendre ce dont on va te parler pendant tous les prochains épisodes. Ouais. Puis là... Vous le faites très bien. On essaye le mieux possible. Puis, donc, là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on en sort un à tous les 2-3 jours. Mais, éventuellement, je sais pas si j'ai le droit de parler de ça, mais au pire, je me ferai frapper sur les doigts par Gigi, qui est notre stratège numérique. Mais on est en train de changer notre stratégie. La prochaine stratégie, ça va être, on va tout publier nos dossiers d'un coup. Une fois par, je sais plus si c'est mois ou 2 mois. Fait que tu vas pouvoir les binge-watcher. Ouais. Donc, tu fais comme, OK, ah ouais, ce sujet-là. Bon, ben, tu pars ta soirée, au lieu d'écouter, je sais pas, moi, un Netflix ce soir-là, tu pars, puis là, tu as le premier reportage, le deuxième reportage, le troisième reportage, le quatrième. Puis là, tu as comme synthétisé ce sujet-là en une soirée, si tu veux l'écouter comme ça. Puis, fait que c'est ça. Puis là, on est en train de développer une application aussi qui va nous permettre d'interagir encore plus avec notre public. Je sais pas si tu as vu, des fois, on fait ça, on soumet des questionnaires à la communauté. Ouais. Donc, on dit, on va parler, je sais pas moi, de contrôle du web dans les prochaines semaines. Puis, l'objectif, c'est de savoir qu'est-ce que notre communauté connaît, c'est quoi ses préoccupations sur ce sujet-là. Puis, ça oriente, pas totalement, mais en partie, les contenus qu'on va créer. Même chose pour les élections. On a fait, pour les dernières élections, on a fait, tu vois, on parlait du rituel d'information. Les dernières élections, c'en est un bon exemple. On a fait un programme qui était basé un peu sur les programmes nutritionnels ou les programmes d'entraînement. Tu sais, genre, tu as 30 jours pour te remettre en forme avec nous. Ben là, c'était comme
23 jours pour te remettre en forme politiquement, pour comprendre de quoi il est question, puis sur quoi tu vas voter le 1er octobre prochain. Ben là, on va faire la même chose à l'automne pour les élections fédérales. Ça va être un 25 jours pour comprendre, pour te faire une idée, puis te faire une tête sur la question électorale, pour qui voter le 21 octobre aux élections fédérales, puis avec un contenu qui va être livré dans ta boîte courriel à tous les jours, mais aussi tu peux l'attraper sur Facebook, sur YouTube. Puis quand on aura une application, il sera sur l'application aussi. Là. Donc, c'est malade. Le pire, c'est que je trouve que l'idée de dropper, mettons, l'ensemble de vos reportages sur un certain sujet en même temps, c'est exactement ça que le monde veut. Comme... Puis après ça, c'est là la ligne de faire, OK, est-ce qu'on force le monde à nous suivre ou on fait ce que le monde veut et de trouver l'équilibre là-dedans? Parce que des fois, les deux peuvent être bons. Des fois, c'est le fun d'aller faire, tu sais, comme l'inverse. Faire comme, vous faites ça, mais je pense qu'on devrait peut-être faire ça, ça va... Mais là, dans ce cas-là, c'est tellement une bonne idée parce que c'est de faire exactement comme ce que Netflix fait ou ce que... Hey, on te sort la saison au grand complet. Passe là. Si tu tripes, vas-y jusqu'au bout. Puis ça va fort probablement donner encore plus le goût aux gens d'écouter le prochain qui va sortir. T'sais. C'est ça, peut-être, exact. C'est de recréer ce rituel-là. Puis ça, c'est le rituel pour les dossiers, mais on a un autre truc. Là. À partir de la fin juin, on va lancer un bulletin. On avait fait ça pendant les élections l'automne dernier. Je faisais un bulletin 2 fois par semaine parce que, on va se le dire, là, les élections, c'est comme, même pour quelqu'un qui est en journalisme ou qui est en politique, là, il s'en passe des affaires dans une journée. C'est un job de suivre ça du matin au soir, puis qui a dit quoi, sur quel sujet, c'est quoi la position de telle partie. Il y a tel truc qui est arrivé, lui a répondu ça, l'autre a répondu ça, nanana, puis ça, c'est... là, tout ça, là, il est rendu 8 heures le matin. Tu sais, je veux dire, la journée, ça n'a aucun sens. Fait que je me dis, comment quelqu'un qui veut bien s'intéresser à ça, mais qui ne peut pas passer la journée au complet à écouter tout ce qui se dit sur la politique, où est-ce qu'il va chercher son information? T'sais, même sur notre site Internet à Radio-Canada, puis ils font un job incroyable, OK? Les gens à l'info à Radio-Canada, mais par jour, il pouvait y avoir 10-12 articles sur la campagne. Qui a le temps de lire 10 ou 12 articles par jour? Fait que là, moi, le mandat qu'on se donnait, puis tu sais, il y en a qui ont le temps, puis tant mieux, là, c'était de dire, OK, 2 fois par semaine, on va essayer de synthétiser un peu les nouvelles les plus importantes ou les sujets les plus importants qui marquent la campagne, puis de ne pas prendre pour acquis que les gens savent de quoi on parle. Et de l'expliquer, de revenir un peu à la base d'où ça vient ce projet de loi-là, d'où ça vient cette suggestion-là. C'est pour répondre à quel problème, puis ce parti-là, qu'est-ce qu'il en pense, puis cette autre partie-là, qu'est-ce qu'il en pense. Sans prendre le monde pour des niaiseux non plus, mais sans présumer qu'ils savent ce dont il est question. Et donc, on a fait ça 2 fois par semaine pendant la campagne. Puis là, à partir de la fin juin, on va faire ça 1 fois par semaine. Ça va être un bulletin. Ça ne sera pas que de la politique. Dans la campagne électorale de l'automne prochain, là, fédérale, ça va être que de la politique. Là, mais on va faire ça à l'année, 1 fois par semaine. Au début, on va le sortir le mercredi, mais on ne sait pas trop si c'est une bonne journée. Ça se pourrait que ça évolue, mais il va y avoir... Puis c'est très YouTube-esque. Là, ça va être moi, mais des fois, ça va être certains de mes collègues qui... Tu t'adresses à la caméra, t'expliques des trucs. Puis on a cette richesse à Radio-Canada. Là, on fait de la télé 24 heures sur 24 ou presque, là, avec des bulletins d'information, tu sais, top qualité, extrêmement crédible, avec des analystes, des reporters qui sont là sur le terrain, qui vont chercher des trucs. Fait que moi, je pige là-dedans. Je vais chercher, tu sais, j'écoute les téléjournaux, puis hop, telle analyse de Michel David ou Michel COG, OK, je vais mettre ça au bout de ma nouvelle. OK, il y a François Legault qui a dit tel truc, je vais le chercher. Puis je refais un peu un bulletin de nouvelles, mais à la sauce YouTube, là, tu sais, en expliquant les trucs. C'est extraordinaire. Ben, je suis content que tu apprécies. Mais c'est vraiment une bonne idée. Cool. C'est vraiment une bonne idée, puis je trouve que vous remplissez votre mandat, mais d'une manière comme complète, juste, drôle, real. C'est important ce que vous faites. Puis on dirait que ça me donne le goût d'être un meilleur citoyen, d'être plus au courant.
Cool. Parce que moi, souvent, j'ai l'impression, je suis comme, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je sais plus par où starter. C'est difficile pour vrai. Et vous me donnez la main, là, faire comme, voilà, on t'amène, mon chum. Thanks, man. Ouais. L'objectif, c'est que dans 2 ans, tu lises ton devoir à tous les matins. man. Let's go. Let's go. Let's on fait go. ça. Dans 2 ans, Let's go. jour pour jour. Dans 2 ans, jour pour jour, t'es le plus grand fan d'Alexandre Shields. Tu lis tous les articles sur l'environnement et tous ses articles sur les baleines. Alexandre Shields est un reporter environnement que je salue, qui fait un très, très beau travail pour Le Devoir. C'est un ami également. Et il a une passion pour les baleines. Ben, Donc, avec raison. Oh, quel mammifère incroyable! On pourrait faire un podcast complet là-dessus. Le temps avance. J'ai d'autres questions avant qu'on se quitte. Dernièrement, bon, tu as fait des trucs surtout beaucoup sur l'environnement, entre autres. Tu sais, tu as fait ton défi zéro déchet en juin passé, Ouais. il y a 1 an exactement. Ouais. Puis ça, je trouve ça vraiment inspirant parce que tu fais pas juste nous dire ce qu'il faudrait faire, Ouais. tu l'as appliqué. Ouais. Puis tu nous as même donné les outils. Là. Tu sais, ultimement, en le faisant, tu as fait hey, c'est ça que je vous conseille de faire. Tu as fait un Marie Kondo de zéro déchet. À la différence que pendant les semaines qui ont suivi mon reportage, je n'ai pas vu sur Instagram genre je hashtag Olivier Arbourmas ma vie là, tu sais. Alors que tout le monde en janvier était comme wouhou Marie Kondo, j'ai plié mes jeans, regardez. Moi, l'affaire qui me faisait le plus rire dans Marie Kondo, c'était la pauvre, la personne qui, comment t'appelles ça? La traductrice. Ah oui. Que elle est jamais dans le plan. Comme le plan, elle coupe toujours sur sa face. Puis c'est comme, man, c'est pas là, le show chie, là, Ah tu sais, oui, puis t'entends total. jamais ses interventions, Non, mais c'est le rouage le plus important du show. Ah oui, clairement. Aucun respect pour la traductrice. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, puis j'ai beaucoup aimé l'idée de remercier nos objets. Oh my God, c'est intense. Serrer ces objets. là. Tu le fais-tu, toi? Tu remercies? Pas du tout. Non? T'as J'ai pas- trop de stock, faut que je vide. En regardant ton reportage, j'ai fait, oh mon Dieu, 20 vêtements, faudrait que je me botte le cul. Ah, là, ouais, tu sais, faut- ouais. Est-ce que. J'invite les gens évidemment à aller écouter tes reportages. On pourra en parler longtemps, puis tu reviendras, puis on en parlera de manière plus profonde. Mais est-ce que tu gardes espoir en général, mettons? Ou le fait de consommer cette information-là et l'offrir Ouais. te fait faire un peu comme oh, c'est comme. Ça peut venir lourd, là, ça peut rentrer dedans à un moment donné, de faire comme hey, attends, là, c'est dangereux, là, ça va pas bien. Tu sais. Ouais. Tu sais, je te dirais, puis je pense que c'est un éveil que plusieurs personnes ont eu dans les dernières années à la lumière des rapports scientifiques qui nous sont présentés périodiquement et dont le constat est de plus en plus direct et sans équivoque, comme c'est sérieux. Mhm. Tu sais. La question de l'espoir, je pense qu'il est encore temps. Tu sais, il est encore temps de revirer les choses de bord, de procéder à des modifications qui ne sont pas des modifications esthétiques. Tu sais, tu parlais de mon reportage sur le zéro déchet. Moi, je trouve qu'une des parties importantes de ce reportage-là, c'est la fin. C'est le sociologue Éric Pinault qui dit... C'est bien, tu sais, ce que tu as fait, c'est cool, c'est tu sais, tu as essayé de faire du zéro déchet, tu as essayé de vivre un peu selon les principes de la simplicité volontaire, sauf que les initiatives individuelles ont leurs limites. Tu sais, ça prend des changements structurels Ouais. pour que on puisse respecter les limites de la planète. Et est-ce que j'ai... Ouais. Il est encore temps, ça va prendre des changements très, très importants, mais c'est sûr que, ouais, ces dernières années, j'ai catché de quoi, là, tu sais, il se passe de quoi, c'est là, les jeunes semblent avoir, une partie de la jeunesse semble avoir compris, ça, c'est vraiment intéressant de voir ça, ce qui s'est passé à travers le monde cette année, cette prise de conscience collective-là, et cette mise en action aussi, là, tu sais, de pas juste dire « Ah, yo, on est doomed ». Non, ils vont dans la rue, puis ils manifestent, puis bon, ils se font sermonner par les uns, puis ils se font encourager par les autres, peut-être, mais ils sont là, puis ils ont pris conscience d'un truc, puis d'un problème réel qu'on peut pas ignorer, là, tu sais, il y en a plusieurs qui pensent que, tu sais, ça va cracher, tu sais, mais cracher comment? Ouais. Quelle va être la nature de l'effondrement? On le sait pas. Mais déjà, on sent les impacts des changements climatiques. C'est réel. Il y a la possibilité de changer les choses. Est-ce qu'il y a la volonté de le faire? Est-ce qu'il y a la volonté politique de le faire?
Pour l'instant, pas encore, on dirait. Il y a des accords qui ont été pris, mais qui ne correspondent plus à la science actualisée. Là, mettons, les engagements, là, de ce qu'on en comprend, les engagements, mettons, du Canada en termes de réduction de gaz à effet de serre, ça, c'est si ils les atteignent, ces engagements-là, ne correspondent pas à ce que le groupe intergouvernemental d'études sur le climat, le GIEC, a posé comme objectif pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Puis là, il faut comprendre que des demi-degrés Celsius, ça change complètement la nature. Là, Ouais. Un monde à 2 degrés Celsius ne sera pas comme un monde à 1,5. Un monde à 3 ne sera pas comme un monde à 2. Puis là, à partir de 3, ben, tu enclenches toute une série de... Le truc une série de irréversible. Exactement. Tu sais, si la fonte, mettons, du pergélisol dans l'Arctique, ben là, ça va dégager des quantités de méthane incroyables, qui est un gaz qui est à peu près 23 fois plus puissant en termes de gaz à effet de serre que le CO2. Donc, ça va accentuer le réchauffement, accélérer le réchauffement climatique. Donc, il y a une science qui est là, qui nous dit que si on continue comme ça, on s'en va dans un mur. Je pense que collectivement, il y a moyen de prendre un virage. Reste à savoir si on le fera. Là, ouais. Man, sur ces sages paroles, je veux juste te remercier, et toi et ta gang de rad, de moi m'avoir, tu sais, comme toi, mettons, la réalisation de ce qu'il faut changer, tu l'as vécu, tu as rencontré des gens qui t'ont fait réaliser ces choses-là. Moi, ces gens-là, c'était vous autres. OK. Entre autres, mais il y a beaucoup, je me suis ouvert les yeux grands, puis j'ai senti un espèce de besoin de changer humainement, moi personnellement, les petits changements que je peux faire. Je sais que vos reportages chez RAD ont eu une influence sur mon quotidien. Très cool. Donc, je vous en remercie. Bien content d'entendre ça. Merci de faire ce que vous faites. Je trouve ça super important. Puis, keep it up. T'es un être humain vraiment fascinant. Puis, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Puis, je te réinvite déjà à revenir, mon gars. On refait ça bientôt. Parfait. Puis... Ça me ferait un immense plaisir. Je pourrais te poser plus de questions. Rendu là, revenir dans mon rôle de journaliste un peu. Là. On aura la chance. On fera ça plusieurs fois par année. Puis, à un moment donné, OK, parfait. Mais merci jasera. beaucoup de l'invitation. Vraiment apprécié. Je suis très content que tu m'as invité, d'avoir été parmi les premiers invités aussi à ton podcast. Et longue vie à ce podcast et T'es fin, man. Tout ce qui vient avec. C'est bien gentil. Avant de nous quitter, où est-ce qu'il faut suivre? Tu sais, qu'est-ce qui s'en vient pour RAD? Là, ça va sortir fin juin, début juillet. Ouais, le début du bulletin d'actualité, fin juin, probablement le 26, quelque part entre le 26 et le 29, notre premier... Sort le 27. Ah oui, c'est ça. Let's go. Il est sorti. Hier. Vous pouvez aller le voir immédiatement en suivant le lien sous la vidéo, n'est-ce pas? Ah, t'es chien, là. Oui, on va le mettre. Merveilleux. Et on va couvrir les élections fédérales l'automne prochain. Donc ça, vous pouvez suivre ça. On a une page Facebook, RAD. La meilleure façon de la trouver, c'est en tapant RAD, POINTCA, rad.ca, qui est notre handle aussi sur Instagram, qui est notre site web, RAD. Là, c'est un vrai point, CA. Et sinon, ben, vous pouvez faire la même chose puis venir me voir sur Instagram aussi. Puis sur Facebook, je relais mes reportages puis les reportages de mes collègues aussi là-dessus. Donc voilà. Longue vie à vous, les amis. Merci, man. Merci. Cheers.